Reprendre une entreprise est comme prendre le volant d'une voiture qui roule à 200 km à l'heure. Si vous faites la mauvaise manœuvre, vous allez vous écraser. Mais si vous avez une bonne stratégie, vous êtes en route vers la croissance. Je vous présente mon prochain invité, Philippe Latour, un entrepreneur en série avec plus de 30 ans d'expérience en entreprise. Dans cet épisode, nous allons apprendre comment flairer une bonne opportunité d'une entreprise à acheter, quels sont les risques associés au repreneuriat. Et savez-vous quel est le département le plus important à s'occuper lorsque vous faites du repreneuriat? Philippe Latour nous partage ses expériences en restructuration et comme directeur général, aussi lorsqu'il a fait l'acquisition de son entreprise. Dans cet épisode-là, vaut-il mieux démarrer une entreprise de zéro ou faire l'acquisition d'une entreprise qui est opérationnelle? Vous allez avoir les réponses de vos questions dans cet épisode. Bonne écoute. En parlant de repreneuriat, savez-vous que Pizza Salvatore est une histoire de repreneuriat? Donc, la troisième génération qui gère aujourd'hui les Abatiello, justement, ont fait l'acquisition de leurs parents. Et devinez quoi? Maintenant, c'est des comptoirs qui servent de la pizza savoureuse et je vous le conseille fortement. C'est un fier partenaire du podcast. Donc, allez commander votre pizza. Utilisez le code promo YSP et recevez 10% de rabais sur votre prochaine commande. Encourager Salvatore, c'est encourager le podcast. Merci et bonne pizza. Hey, what's up guys? Je suis votre host Ray Antonio, un autre épisode Yellow Sea Podcast. Et dans ce prochain épisode, on parle de repreneuriat avec un entrepreneur en série. Je vous présente Philippe Latour. Salut. Salut, comment ça va? Ça va bien? Merci de me recevoir. Hey, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est super cool. Ça fait longtemps que je veux... Mais ça fait longtemps. Regarde, ça fait un bout de temps que le sujet, je l'ai pris connaissance, puis que je commence à questionner. J'ai des échanges avec d'autres personnes, puis je suis comme, le repreneuriat, le transfert d'entreprise, c'est un gros sujet. C'est un sujet d'actualité là, présentement. Là. On a échangé un petit peu là, sur LinkedIn, là, puis on se le disait, là, on le voit partout là, présentement. Là, c'est la grosse, je pense que c'est le trend au niveau des entrepreneurs. Déjà, les entrepreneurs, je pense que c'est beaucoup plus visible que c'était avant. Mais si on regarde en plus le mot repreneuriat, là, je pense que c'est à la mode puis ça va l'être de plus en plus là, dans les années à venir. Là. Ouais, ben j'ai essayé de Google le terme en anglais puis on dirait qu'il n'existe pas. Non. Je sais pas si c'est quelque chose de très québécois ou... je pense que oui. On dirait, parce que, gars, je le trouvais pas en anglais, je suis comme repreneurship. Ouais, c'est vrai que ça se traduit assez mal. J'ai jamais fait de recherche en anglais, mais effectivement, ça fonctionne pas. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve fascinant de ce sujet-là, c'est que j'ai à peu près comme 10 ans d'expérience en entrepreneuriat. Puis là, avec ce petit bagage que j'ai, je me suis venu même à me questionner comme avoir su ce que je sais aujourd'hui, je me questionne si j'aurais commencé avec l'acquisition d'une entreprise pour me lancer avant même de démarrer. Mais je pense que c'est paradoxal, c'est l'œuf ou la poule. Ouais, exact. Mais c'est pas évident. Puis tu sais, il y a beaucoup de questions à se poser avant de savoir si, un, tu es un bon repreneur, puis deux, quel type d'entreprise tu veux reprendre. T'sais. Puis si c'est mieux à ce moment-là de la partir de zéro ou c'est mieux de payer pour acheter quelque chose qui existe déjà. Fait que, c'est des genres d'analyses que moi, d'ailleurs, j'aide là, en faisant de la consultation stratégique auprès des entrepreneurs. Puis de plus en plus, j'ai des jeunes repreneurs avec qui je travaille parce que c'est beau de dire « OK, je veux reprendre une entreprise. » Mais là, c'est comme « Tu pars de où? » Exact. C'est quoi tes buts? C'est quoi tes attentes? Il y a beaucoup d'entrepreneurs, si on fait un petit peu, on fait un backtrack, la raison pour laquelle je pense que c'est populaire aujourd'hui, il y a eu la COVID. La COVID, ça a été une séquence, 2 ans qui a été hyper pénible pour plusieurs entrepreneurs. Puis là, on dirait qu'il y a eu une espèce d'écœurantite collective. Fait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient propriétaires d'entreprises. On pense souvent aux restos, là, mais il n'y a pas juste les restos qui ont souffert pendant ce temps-là. Ça a été un environnement qui était changeant. Les données changeaient tout le temps. Ça se ressemble un petit peu à ce qu'on vit présentement avec les tarifs. C'est des périodes qui sont assez anxiogènes. Les gens sont nerveux, les gens ne savent pas trop sur quel pied danser. Il y a le taux de change qui bouge, il y a la géopolitique, il y a une récession qui s'en vient, il n'y a pas de récession. Fait c'est très éprouvant pour le moral des entrepreneurs. Puis on dirait que dans plusieurs cas, quand tu es vieillissant, puis tu te dis, ben là, regarde, je vais-tu laisser slider puis perdre un peu tout le gagné que j'ai fait pendant les 20 dernières années, ou s'il est peut-être temps que je laisse aller mon entreprise puis que je la vende. Puis, à l'inverse,
ben, il y a beaucoup de gens qui sont pas trop sûrs de leur entreprise, de leur emploi. Fait que là, ils se disent, ben, regarde, ça a l'air à la mode de se lancer. Fait que là, on a une espèce de tempête parfaite où tu as plusieurs repreneurs, puis tu as plusieurs cédants. Mais est-ce que c'est vraiment des cédants, puis est-ce qu'ils sont vraiment prêts à céder? Puis de l'autre côté, est-ce que les repreneurs sont vraiment prêts à reprendre? Puis malheureusement, moi, selon le constat que je vois, c'est que dans la plupart des cas, c'est non. C'est pas pour tout le monde. Non, ben c'est pas pour tout le monde parce que les gens réalisent pas. Tu sais, j'ai déjà fait il y a quelques années, moi, quand je me suis lancé en conseil, je travaillais avec une entreprise qui n'existe plus, mais puis on prenait des entrepreneurs qui avaient 2 ans d'expérience, puis on leur montrait un peu toutes les fonctions d'une entreprise. Tu sais, parce qu'à la base, un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une compétence distinctive, une compétence technique. Là, tu sais, on peut prendre un exemple, un électricien. Puis là, l'électricien, ben là, il travaille fort, puis là, il est tanné de travailler pour quelqu'un d'autre, il s'entend plus ou moins bien avec son patron, fait qu'il dit « OK, je me pars à mon compte. » Puis là, je me jette un camion. Ça, c'est la partie facile. Puis là, tu continues à être électricien. Mais c'est tout ce qui est hors de ta compétence technique. Il faut que tu fasses des finances, il faut que tu fasses du marketing, il faut que tu fasses... faut que tu puisses te vendre. Après ça, tu as un peu d'RH si tu décides, si tu commences à grossir, tu as des dépenses d'investissement. Tu vas acheter un 2e camion pour la 2e personne. Est-ce que tu vas l'acheter? Est-ce que tu vas le louer? Fait que tu deviens, en quelque part, beaucoup plus complet. Puis la majorité de ton temps, tu vas la travailler en dehors de ton champ de compétences. Assez rapidement, si tu crois rapidement. Puis c'est là la difficulté d'être un entrepreneur. Puis c'est ça que les gens réalisent pas. Là, ben, c'est plusieurs chapeaux qu'on finit par porter. Puis qu'on découvre même des nouveaux talents qu'on ne maîtrisait pas avant, qu'on ne connaissait pas. Puis au fur et à mesure, tu sais, OK, je suis pas pire dans ça, mais ça finit là. Je le délègue à quelqu'un. Puis il y en a que tu ne maîtrises pas non plus. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs avec qui je travaille. Les RH, ben, c'est pas leur force. Puis c'est correct. Là, c'est un trait typique. L'entrepreneur, ça va être quelqu'un qui est passionné puis qui pense 24/7 à son entreprise. Puis il s'attend à la même chose de ses employés. Mais c'est rarement le cas. Puis c'est normal. C'est pas fait de la même façon. Tu as un employé, c'est pas à toi l'entreprise. Fait que il y a différentes façons de penser qui se conjuguent dans une même entreprise. Fait que des fois, il y a des forces aussi que tu es mieux de laisser à d'autres. Puis c'est toujours mieux. Moi, j'ai tout le temps de bien t'entourer puis d'engager des professionnels. Tu sais, un comptable, tu peux faire ta comptabilité toi-même, mais à un moment donné, il y a une certaine limite à atteindre. Tu n'es pas fiscaliste, puis tu n'es pas spécialiste. Puis j'en ai vu des clients qui faisaient à peu près tout pour sauver le maximum d'argent, puis au final, ça leur prenait 2 jours par semaine, puis pour rien, pour faire plein d'erreurs, en fait. Là, ça, c'est la plus grosse erreur qu'un entrepreneur fait, surtout dans les débuts, de penser que tu vas sauver de l'argent par faire. Ouais, c'est des économies de bout de chandelle que j'appelle. Là. Au final, tu es bien mieux. C'est comme l'exemple que tout le monde entend. Tu as un peintre qui va te charger 15$ de l'heure, puis tu en as un autre qui va charger 40$. Puis des fois, si tu fais les vérifications, ben, celui qui te charge 40$ va te prendre 3 heures. Celui qui te charge 15$ va te prendre 3 jours. T'as-tu gagné quelque chose au final? Ben, peut-être pas. Là, mais parce que c'était ton beau-frère ou quelqu'un que tu connaissais, ben là, ça donne. Tu l'encourages, mais au final, c'est pas gagnant. C'est pas winner pour ni un ni l'autre parce que, regarde, tu as pris une expérience. Puis surtout si quelqu'un de proche, là, tu veux pas. Tu sais, la discussion, tu sais, dans des événements plus personnels, c'est comme un peu awkward des fois. Ben ça, je te dirais, c'est un gros trait aussi que je vois beaucoup chez mes clients. Là, les gens, les entrepreneurs sont pas bons avec les RH, mais ils sont pas bons avec les RH. Puis là, souvent, ce qu'on me dit, on dit, ben regarde, je suis obligé de tout faire moi-même parce que tous ceux que j'engage sont pas bons. T'sais. Mais là, après ça, tu creuses un petit peu et tu dis, OK, t'es engagé, pourquoi telle personne? T'sais? Ah, ben c'est parce que c'était le frère à ma soeur. Ou proximité, il reste pas loin. Je le connaissais. T'sais. Fait que souvent, on a tendance, surtout au début, on n'a pas d'expérience. Fait qu'on n'est pas quelqu'un de spécialisé en RH. Fait qu'on va engager des personnes pour toutes sortes de mauvaises raisons. Où c'est la seule personne que j'ai trouvée qui accepte un salaire, puis ton salaire n'est pas aligné avec le marché. Tu veux un directeur des approvisionnements, mais tu veux payer 45 000 $. Ben là, ça se peut que si tu en trouves un qui gagne 45 000 quand le salaire moyen, c'est peut-être 80, 90, bon, ben, ça se peut qu'il soit moins bon, moins efficace, moins scolarisé, puis qu'il ait moins d'expérience. Je veux dire, c'est normal. Puis là, après ça, ben là, tu te surprends parce qu'il ne fait pas ce qu'il devrait faire, alors que c'est vrai. C'est ça. Fait que c'est une grosse lacune. Puis après ça, quand on met en place des structures, puis qu'on dit, OK, ben là, on met des rôles, des responsabilités, on regarde, puis là, après ça, on dit, c'est quoi le type de personne que ça prend pour
pour voir ce poste-là, c'est quoi les échelles salariales. C'est toute une structure qu'il faut se mettre en place, mais souvent, l'entrepreneur va être plus en mode réactif puis il va y aller au fur et à mesure. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Puis là, ça fait comme, ça pousse un peu tout croche. Là, puis à un moment donné, ça a besoin d'être redressé, mais c'est ça. Regardez ce veston. Est-ce que ça sent l'été selon vous? Moi, je me sens très confortable. C'est super chic. Et la première impression, vous savez déjà qu'elle est très importante. Et c'est pour ça que allez encourager middleman.ca où est-ce que vous allez trouver votre prochain prêt-à-porter pour n'importe quelle occasion. Middleman.ca, disponible au 8815 Avenue du Parc, bureau 201, sont sur la même rue que du Black Box Media. Donc, encourager Middleman, c'est encourager Yellow Sea Podcast. Let's go, guys, et retournons à notre podcast sur le repreneuriat. J'ai le sentiment que tu as énormément d'expérience dans ce volet-là de RH et entreprise. Ouais. Ça va être, c'est quelque chose d'intéressant. J'ai une couple de questions reliées à ça. Fait que on va revenir à ça. Avant tout, je voudrais comprendre qui tu es aussi, mettre en contexte de où elle vient cette personnalité-là, tu sais, peut-être, parce qu'encore là, je pense que dernièrement, regarde, moi, qu'est-ce qui m'a attiré aussi de toi, tu sais, on parle du fait que tu es très actif sur LinkedIn, puis je suis comme, à chaque fois que je vois genre le post de quelqu'un, mais je vois que tu like ou laisse un commentaire sur quelqu'un. Okay. Fait qu'éventuellement, je peux dire que l'algorithme LinkedIn, il te favorise, puis moi, je suis comme, c'est qui ce gars-là, j'allais voir. Puis tu commences à voir comme, OK, ouais, c'est bon. Il sait qu'est-ce qu'il dit. Ça marche. Ça marche très bien, je peux... je dis pas trop de niaiserie. Non, je pense pas. À date, c'est pas pire. Jusqu'à date, je pense que, mais c'est de niaiserie dans quel contexte, peut-être pour quelqu'un d'autre, mais je pense que tu affirmes et tu assumes aussi ton expérience. Ouais, c'est ça, je partage juste mon expérience. Moi, principalement, c'est ça que je veux faire. Fait au final, ça peut pas, je me dis, ça peut pas être mal. T'sais. Parce que tu dis des choses que des fois imprévues ou peut-être qui vont pas nécessairement avec les codes du marché, mais j'aime mieux entendre quelqu'un expérimenté qu'entendre quelqu'un théoriquement me dire qu'est-ce qu'on pense que ça devrait être. J'aime beaucoup aussi challenger les posts, parce qu'il y en a beaucoup qui mettent des posts, puis ils challengent, puis une fois, c'est drôle parce qu'il y a à peu près un mois, je me suis on a eu des échanges un peu musclés avec un chercheur de tête, puis on parlait justement, son post, en gros, c'était, regarde, j'ai perdu, un employeur a perdu comme un candidat pour 5 000 $, tu sais. Puis là, tout le monde, tu sais, souvent quand tu fais des posts, je m'en suis rendu compte, ça fait longtemps que je fais des posts sur LinkedIn, quand tu fais des posts pro-RH, là, ça marche super gros. Là. Tu peux avoir des 10, 15, 20 000 vues, là, tu sais, parce que tout le monde est content. Tu sais. Mais après ça, là, tu sais, fait que ça, clairement, c'était un post pro-RH. Puis là, j'ai dit, attends une seconde, là, tu sais, je vais juste me poser du côté, je vais mettre mon chapeau d'employeur. J'ai dit, des fois, 5 000, c'est 5 000 au candidat, mais c'est pas juste 5 000. Il faut que tu vois que si tu rentres ce candidat-là à 5 000 de plus que tu avais prévu, il faut que tu ajustes aussi peut-être tes autres directeurs. Là, parce que si tu rentres, mettons, un nouveau directeur à 5 000 de plus, mais là, il est rendu plus cher que les autres. Une entreprise qui est moyennement équitable, normalement, tu vas avoir une structure, puis tu vas être obligé de réajuster les autres. Fait que ton 5 000 va peut-être te coûter 15 000, 20 000 là, au final. Puis là, peut-être que tu peux pas te le permettre. T'sais. Puis de la même manière, tu peux pas non plus... C'est sûr, dans la vie en général, j'en parlais tantôt... T'en as pour ce que tu payes dans la vie. Mm-hmm. Oui, tu peux avoir des exceptions, tout le monde va me dire, mais un auto à 20 000 versus un auto à 100 000, c'est pas les mêmes performances. Puis un vin à 10 $, puis un vin à 100 $, il goûte pas pareil. Fait que c'est correct, là. J'en bois du vin à 12 $ aussi, là. Je suis pas en train de dire que je bois juste du vin à 100 $, c'est pas ça. Mais t'en as pour ce que tu payes dans la vie habituellement. Puis j'expliquais ça à ce chercheur de tête-là. Puis là, finalement, est arrivé une occasion qu'on a eu un mandat. Puis là, il arrive, il dit, c'est sûr que... Puis là, j'ai donné mon échelle salariale, puis il dit, c'est sûr que si tu me donnerais un 5-10 000 de plus, je dis, regarde, tu vois, c'est exactement ça qu'on avait parlé sur ton post l'autre fois. Je dis, ça sert à rien que je te donne un 10 000 de plus, puis tu me présentes des candidats qui ne fitent pas dans mon échelle salariale. Puis après ça, tu vas faire un autre post, puis tu vas dire, un employeur a perdu un candidat pour 10 000 $. C'est comme, ça sert à rien. Je pense que c'est important de respecter la structure, puis tout ça. Fait que puis finalement, il m'a dit, ouais, OK, t'as raison. Puis c'était drôle parce qu'on avait eu un échange là-dessus, puis 2 semaines après, on l'a vécu en vrai. Fait que j'aime bien ça, challenger un peu là, les idées, puis un peu que les gens voient les deux côtés de la médaille. Parce que comme je dis souvent, on va tendance à avoir sur les posts, on voit un côté, mais c'est pas nécessairement le côté. Soit que c'est
c'est un patron qui veut pousser le côté patronal, ben là, je me mets plus dans la position d'un employé ou vice-versa. Je pense que c'est important de se challenger, puis c'est comme ça qu'on avance. T'sais. Mais surtout, c'est ça le but de cette plateforme-là, c'est de voir vraiment des orientations puis apprendre. Tu vas apprendre des expériences des autres. Tu ne veux pas juste être sur le cas comme « Ah oui, c'est beau, like, comment, génial, fantastique, bien dit. » Tout est beau, tout est fin, tout le monde est beau, tout le monde. Ouais, puis même moi, des fois, quand je sais que je peux, je me mets à challenge. Je trouve que c'est intéressant. Ouais. C'est le fun. Parce que... Ben, tout, tu sais, mon père m'a toujours dit, tu peux dire n'importe quoi, c'est juste la façon que tu le dis, tu sais. C'est à un moment donné. Il y a une certaine politesse aussi de plus sur LinkedIn. Exactement. Il y a une étiquette, il y a une politesse, mais tu peux pas être contre quelqu'un qui challenge ton idée, tu sais. Puis LinkedIn, je trouve, au contraire de Facebook, par exemple, tu peux échanger, tu sais. Puis tu peux ne pas être d'accord. Puis je trouve que c'est un calibre qui est quand même super intéressant pour avoir des échanges. Puis il y a des fois, moi-même, en échangeant, je dis « Ah, ouais, OK, je l'avais pas vu comme ça, mais la façon que tu l'expliques, c'est vrai que ça fait du sens aussi, tu sais. C'est intéressant, tu sais. Alors que si tu commentes... Tu dis, je sais pas moi, sur un post des Canadiens que Carey Price était pas bon, mais là, c'est sûr que ça va prendre 15 minutes, puis tu vas avoir des insultes, puis quasiment des menaces de mort. Là, c'est comme, c'est pas le même niveau. Là, dans un autre podcast, puis là, je sais que je rentre dans une tangente, mais juste savoir, ton but, vu qu'on a le sujet. Dans un autre podcast, on a abordé la question, est-ce que la politique devrait être discutée sur LinkedIn ou non? Moi, je m'en mêle pas. Okay. C'est là que tu traces la ligne. Moi, je trouve que c'est pas... c'est un sujet qui est très, très, très polarisant. Puis je pense que c'est pas... je pense pas que c'est la place. Je pense aussi qu'il faut que tu aies une responsabilité. Tu vois, j'écoutais un podcast hier où il y avait Elisabeth là, de Pizza Salvatore, puis elle disait, tu sais, elle reparlait un petit peu de l'événement qu'il y a eu avec son frère Guillaume, puis elle disait, tu sais, quand tu es une personnalité, tu sais, un chef d'entreprise, moi, j'ai 2 entreprises pour lesquelles je suis président directeur général. Ben, en fait, je suis président directeur général pour toutes pour les 3 entreprises. Tu as une certaine posture, puis il y a des commentaires. À un moment donné, il faut que tu te gardes un espèce de devoir de réserve. Là. Toute vérité n'est pas bonne à dire non plus. Là. Puis je pense qu'il faut aussi... je ne veux pas partir sur un parti, mettons, là, moi je serais conspirationniste, puis je pensais que le parti Rhinocéros, c'est le meilleur parti, puis tu commences à... Regarde, il y en a qui le font. Je vois des gens comme Olivier Primo là, qui ont l'air à prendre des positions un peu plus il s'est rétracté. Je pense que quelqu'un lui a... c'est ça. Il y a eu du mois qui a parlé. Il en prend de moins en moins. Là, tu vois, c'est ça. C'est là je m'en allais. Là. Il a fait un post justement pour dire, là, regarde, on va arrêter de parler de politique. J'ai fini avec ça. Il y a quelqu'un dans son board qui a dû dire. Là, je pense que c'est peut-être pas nécessairement. Là, c'est bon, gars, ça répond à cette question-là. Mais entre autres, ce que je voyais de toi, tu sais, vraiment, quand je t'ai découvert, c'est justement, tu sais, ton titre qui m'a attiré l'attention dès le début, entrepreneur en série. Puis dernièrement, je me suis même questionné, est-ce que je suis un entrepreneur en série? Parce que, admettons, gars, c'est ma 2e business, j'en ai lancé un autre qui est complètement flop quand j'étais genre dans ma jeune vingtaine. T'apprends énormément, je pense que c'était une belle école, justement, perdre énormément d'argent. Exact. Mais ce que j'ai réalisé derrière ça, si c'est ça l'anatomie d'un entrepreneur en série, c'est justement que j'ai l'initiative, j'ai la drive, j'ai l'idée et l'exécution pour vraiment passer à l'action sur des projets. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a comme une limite où est-ce que je me suis retrouvé, où est-ce que c'est tout ça mon plafond. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui devrait reprendre la relève puis peut-être poursuivre, puis moi peut-être me lancer sur d'autres projets loufoques que j'ai. Puis je me demande, c'est tout ça l'anatomie. Puis quand j'ai vu ton titre, je suis comme peut-être je vais pouvoir lui demander à lui. C'est tout ce genre de personne-là où est-ce que... Ben, c'est sûr que entrepreneur en série, c'est un grand mot, mais ça part d'une certaine structure. Je pense qu'il y a des phases dans une entreprise. Puis si tu es dans ta phase au début de développement, ben tu peux pas nécessairement avoir plusieurs entreprises. Là, parce que c'est quand même, je le dis à tous mes clients, moi, la force du focus, de focusser sur ce que tu fais au lieu de t'éparpiller. Moi, j'y crois beaucoup. Fait que c'est un peu contradictoire avec entrepreneur en série, mais le fait que j'aie 4 entreprises, ben, à la base, moi, j'ai une entreprise de consultation. Je fais du conseil stratégique. J'ai été 20 ans en entreprise. J'ai toujours été dans des entreprises en croissance. J'ai restructuré 2 entreprises. J'ai fait de la croissance. J'ai fait aussi de la décroissance. Fait que c'est toujours des expériences intéressantes. Toi, tu parlais, mettons,
un échec d'entrepreneuriat. Moi, je dis souvent à la blague, je me suis pratiqué pendant 20 ans avec l'argent des autres. Parce que j'étais directeur des opérations, puis après ça, j'étais le directeur général, président, vice-président. Fait que ça a toujours été des opportunités où j'avais 2 mains sur le volant, puis j'avais un entrepreneur qui me donnait les clés, puis il disait, regarde, l'année passée, on a fait tant, cette année, je m'attends à ça, puis gère ça. Fait que c'était super intéressant. D'où le pourquoi j'ai fait beaucoup de RH. En fait, moi, mon background, c'était en gestion des opérations. Quand je suis arrivé au HEC, j'ai fait les 2 premières années. La première année, c'est un tronc commun. Puis après ça, tu peux te spécialiser. À la base, je m'en allais en marketing. Puis là, finalement, j'ai vu la gestion des opérations. C'était quand même assez nouveau. Puis je trouvais que c'était une fonction qui était pivot dans l'organisation. Parce que c'est souvent, surtout dans les entreprises manufacturières, mais aussi dans les entreprises de distribution, dans les entreprises de services, tu vas avoir à gérer le centre un peu de la business, puis tu travailles avec toutes les fonctions. Tu travailles avec les finances, tu travailles avec les RH, tu travailles... Fait que moi, ça m'intéressait. Je me suis dit, OK, c'est ça que je vais faire pour, après ça, pouvoir interagir puis apprendre chacune de ces fonctions-là. Puis c'est comme ça que je suis devenu, à la base, directeur général. Fait que, quand tu as cette structure-là, après ça, c'est peut-être plus facile aussi d'avoir une structure, de mettre en place une structure qui va être vivante puis qui va fonctionner de manière autonome sans être attachée à toi. Parce que je le dis souvent à mon partenaire, je dis une entreprise qui dépend de son propriétaire, ben, c'est une entreprise pour moi qui vaut rien. Le but, là, quand tu scales une entreprise, c'est oui, au début, tu mets de l'effort, tu l'as fait, mais quand tu peux te le permettre, c'est de grandir, de mettre en place une structure qui va être autonome puis qui ne va pas dépendre de toi. Puis c'est à ce niveau-là, c'est rendu à ce moment-là que là, tu peux t'en aller puis créer, par exemple, une deuxième entreprise, de travailler sur autre chose, puis de créer de la valeur, soit d'augmenter ou de carrément être dans un autre champ d'expertise, là, puis de t'amuser comme avec des bébelles, comme tu as dit tantôt. Mais c'est sûr que quand tu es dans une phase où tu es en train de scaler, tu ne peux pas vraiment t'en aller de là puis commencer à t'éparpiller parce que là, tout va tomber. C'est un très bon conseil. Ben, fait que dans le fond, toi, tu as commencé à... Tu as gagné l'expérience sur, justement, comme tu disais, tu pilotais une entreprise pour quelqu'un, puis là, tu as vu vraiment... Toi. Mais avant ça, tu n'avais pas démarré une entreprise? En fait, j'ai eu une compagnie. Moi, c'est drôle, j'ai eu une compagnie de cours de tennis privé quand j'avais 15 ans. J'ai commencé, que j'ai lancé. J'étais coordonnateur du tennis dans ma ville, puis à un moment donné, il y a un parent qui m'a approché, puis il a dit « Donnez-vous ça des cours de tennis privés. » Fait que je vais aller me renseigner avec le directeur des loisirs. Le directeur des loisirs, il a dit « Non, on fait pas ça. Si tu veux t'en occuper, occupe-toi-en. » Fait que bon, c'est correct. Fait que je suis revenu à la maison, j'ai pris mon bicycle à pédale, j'étais allé au marché aux puces à Saint-Eustache, m'acheter un pad de facture, puis j'ai dit « OK, fait que je vais te charger 50$ de l'heure. » Tu sais, ça, on parle il y a 35 ans. Fait que bon. Fait que ça a parti comme ça. Puis là, ben là, les gens me voyaient avec mon panier donner des cours one-on-one avec un seul élève. Fait que là, ils venaient me voir, ils disaient « Hey, t'en donnes-tu d'autres? » Bon, fait que là, ça, c'était intéressant, mais là, j'en avais pas beaucoup. Fait que ce que j'avais fait à l'époque, j'avais pris comme il y avait un magazine qui s'appelait Tennis Mag, là, que je recevais à la maison. Puis là, j'avais comme découpé la raquette, puis j'avais mis école de tennis Philippe Latour. J'avais fait des photocopies sur le fax à la maison que mon père avait dans son bureau. Puis j'ai passé ça dans toutes les porte-à-porte, dans toutes les maisons à la Ville-Lorraine, là, que je restais. Puis j'ai passé ça à Lorraine en haut, Lorraine en bas. Je sais pas, il y avait combien de maisons. Puis là, ça l'appelait. Puis ma mère est vite devenue mon adjointe administrative parce qu'elle prenait les rendez-vous. Puis j'avais des gens qui m'engageaient là, pour donner des cours. Puis l'année d'après, j'ai pris mon annonce. Là, j'ai fait des vraies copies. Puis dans le temps, les Publisac existaient encore. Fait que j'ai mis ça dans tous les Publisac. Puis ce qui était le fun, c'est un beau modèle parce que tous les pros dans les autres villes, là, que c'était Beaubriand jusqu'à Saint-Jérôme, c'était tous des gars avec qui j'avais fait de la compétition. Puis on avait une ligne interrégionale. Fait qu'on se voyait toutes les semaines. Puis en plus, j'étais commissaire de cette ligue-là. Fait que c'était un modèle qui est incroyable parce que mon staff était déjà formé. Les infrastructures, les balles de tennis, les terrains étaient déjà là. Fait que j'avais aucun investissement. Puis moi, tout ce que je faisais, c'est que je recevais des demandes pour des cours de tennis privés, puis je leur feedais des cours, puis je prenais un montant là-dessus. Ça a été ça. J'ai fait ça de 15 ans jusqu'à 20 ans. C'est pas pire. 5 ans. Ouais.
Fait que tu avais déjà un flair, là, puis tu voyais déjà... Oui, ben, j'ai pris goût à ça, là, c'est sûr. On prend goût comme l'argent, la gestion. Ça demandait une coordination, du service à la clientèle. Il y a des clients qui n'étaient pas contents. Ça a été des expériences quand même assez intéressantes. J'avais vraiment fait, je l'ai déjà posté sur LinkedIn, j'avais fait un manuel de l'employé à 16 ans. Là, puis c'était quand même drôle. Être bien préparé, arriver à l'heure, être souriant, courtois. Puis je pense que mon dernier point, ça, c'est mon petit côté... comique, là, je disais relire les 5 premiers points. Parce que assurez-vous que c'est tout le temps la même affaire. Puis c'était bien, là, vraiment, on a eu du fun, puis c'était vraiment cool. Puis on se rencontrait 2-3 fois par année, toute la gang de profs. Puis, fait que ça m'a donné le goût. Puis après ça, je me suis toujours dit, je vais me relancer quelque chose ou je vais reprendre une entreprise. Puis je regardais toujours ça. Mais j'ai été dans des postes de cadre puis dans des entreprises en croissance qui venaient nourrir un peu mon côté entrepreneur. J'étais intrapreneur. J'ai été... ça faisait 6 mois que j'étais sur le marché du travail, puis je me suis fait embaucher. J'étais un des plus jeunes cadres chez Intra-Ouest pour tout restructurer les politiques d'approvisionnement quand Mont-Tremblant passait de 300 à 3000 unités de logement. Fait qu'on négociait avec tous les fournisseurs, puis on faisait tous les suivis de tous les projets d'achat de produits puis de services. Ça, c'était drôle parce que j'avais jamais... Je veux dire, je restais encore chez mes parents. Ça faisait 3 mois que je louais une chambre à Tremblant. Puis j'ai meublé le Sommet des Neiges, la Tour des Voyageurs. Tous ces hôtels-là, j'achetais pour des millions. Là, fait que c'était quand même... j'ai toujours été willing pour faire des... avancer. Puis j'étais fonceur. Puis il disait, es-tu capable de faire ça? Oui, t'en as-tu déjà fait? Non, mais je vais l'apprendre. Fait qu'on faisait ça, puis on a monté des équipes comme ça. Puis après ça, j'ai été plus du côté manufacturier. Fait que je m'amusais un peu plus au niveau approvisionnement, production. Quand tu sors d'un bac en gestion des opérations, c'est souvent les postes que tu as. Fait que je suis devenu directeur de production assez rapidement. Puis là, je trouvais justement dans mon coffre à outils qu'il me manquait quelque chose pour éventuellement être directeur général. Fait que là, après ça, j'ai été plus dans c'était un journal gratuit qui s'appelait le Journal Voir. Puis là, c'était une restructuration parce que le journal n'allait pas bien, mais c'était un journal gratuit qui se finançait avec des pubs. Fait que t'avais quand même... C'était comme une mini-agence à l'interne parce que les représentants allaient tirer pour des pubs. Puis là, nous autres, on avait des pubs finales, on avait des pubs à monter. Il fallait travailler des concepts super originaux pour que le client soit satisfait. Fait que c'est une mini-agence. Fait que j'ai appris beaucoup sur les ventes puis le marketing à ce moment-là. C'est moi qui formais aussi les représentants pour s'assurer que tout soit correct au niveau des pubs. Fait que ça, j'ai eu mon côté vente marketing. Puis après ça, là, j'ai été plus capable de faire de la direction générale là, avec... Le journal, par exemple, cette restructuration-là, c'est à quelle étape de ta croissance professionnelle que tu l'as fait? Étais-tu dans une étape où est-ce que tu permettais peut-être prendre, genre, si tu as un gig, genre, c'était quoi ton rôle, là? J'étais directeur de production au début, puis après ça, je suis devenu un genre d'assistant directeur général parce que je m'occupais de la rédaction. J'ai toujours été un petit peu tentaculaire, là. Quand je rentre, on me donne quelque chose, puis habituellement, je livre ce qu'on me donne à faire. Fait que je m'étendais un petit peu. Fait que j'étais rentré pour être superviseur, être directeur de la production. Après ça, on m'a donné tous les approvisionnements, toute la négociation. Après ça, on m'a donné la rédaction, puis tout l'aspect restructuration parce que c'était dans le temps de la crise des médias. Là. Fait que les pages étaient de plus en plus difficiles à vendre. Les journaux avaient comme shrinké un peu. Fait qu'entre autres, on avait des graphistes dans tous les bureaux des régions parce qu'il y avait un voir à Montréal, mais il y avait un voir à Trois-Rivières, il y avait un voir à Québec. Puis là, il y avait des bureaux de vente, des bureaux de graphistes. Fait qu'il a fallu... moi, j'ai participé à faire ça. Puis après ça, il a fallu refaire le modèle pour que ce qui était en imprimé se transforme sur le web, là, parce que c'était comme l'arrivée du web à ce moment-là. OK. C'est fascinant. C'est intéressant de voir vraiment cet aspect-là. Puis par la suite, là, ça, c'était ta première structuration, puis t'as pris goût à... Ben, c'est arrivé comme ça, tu sais. Puis après ça, moi, je suis retourné dans une entreprise qui avait perdu 50% de son chiffre d'affaires, puis les actionnaires m'ont demandé de revenir. Puis là, c'était comme directeur général, puis c'était de restructurer une entreprise qui perdait beaucoup d'argent, qui avait perdu 50% de son chiffre d'affaires. Puis à ce moment-là, on était autour de 7 millions. Fait qu'on est passé de 7 millions à 25 millions en dedans de 6 ans. Puis de négatif à profitable. Là. Fait que ça a été une belle expérience de restructuration. Là. C'est quoi le rôle du directeur général? Ouais, ça, c'est un concept qui est assez drôle. Là, il faut beaucoup d'employés, les gens. Tu le vois, ça a l'air d'un titre quand même assez haut dans la hiérarchie, mais
Qu'est-ce que ça fait? Les gens se demandent tout le temps, c'est quoi le dude, là, tu sais, qu'est-ce qu'il fait, tu sais. Je te dirais que le directeur général, c'est le premier niveau où tu as du stratégique, tu n'as pas juste de l'opérationnel. Fait que, tu sais, le stratégique, c'est quelqu'un qui va travailler pas sur l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, mais sur ce qu'elle devrait être dans les 3 prochaines années, par exemple. Okay. Puis souvent, comme moi, par exemple, quand je fais du conseil, je fais des plans stratégiques. La planification stratégique, c'est mon produit principal. Fait que je vais travailler souvent avec l'équipe de direction ou avec le propriétaire. Fait que, c'est de prendre l'entreprise où est-ce qu'elle est maintenant, puis de dire, OK, où est-ce qu'on veut qu'elle s'en aille avec les aspirations des propriétaires. T'sais. Puis, qu'est-ce que ça prend comme action livrable pour pouvoir se rendre là. Fait que le directeur général, il n'y a pas les 2 pieds dans les opérations. Fait que souvent, ça chicote tous les employés qui sont en dessous parce qu'ils disent, ben là, il nous aide pas. Okay, mais c'est pas sa job. Fait que c'est ça. Mais ça reste quand même que c'est un... Moi, je le vois toujours comme un espèce de lien avec mes employés, c'est-à-dire que je vais faire le lien entre les différents départements. Ça le dit, directeur général, tu es un peu au-dessus de la mêlée. Fait que les finances, ils ont besoin d'aide parce que, je ne sais pas, je vais donner un exemple, l'acheteur, il ne fait pas bien ses réceptions. Ben là, moi, je vais travailler entre le directeur des finances et le directeur des opérations pour m'assurer que ces deux-là se parlent et que ça se fasse parce que souvent, on a tendance, même si on veut faire ça comme il faut, tout le monde travaille un peu en silo puis a ses propres objectifs parce qu'il y a on en parlait de politique, là, mais sans politique géopolitique, là, mais il y a tout le temps une certaine politique à l'intérieur des organisations. Fait que c'est de s'assurer que tout le monde travaille ensemble dans la même direction, que l'objectif est le même pour tout le monde, puis qu'il soit clair. Je pense que ça, c'est un bon directeur général. Ça va être capable de bien mobiliser, de bien encadrer, puis de bien épauler tous ces direct reports, là, que ce soit le directeur des finances, le directeur des opérations, le directeur des ventes, pour s'assurer qu'ils rament tout dans... Parce que c'est souvent le problème. Tu sais, les organisations avec lesquelles je travaille, tu vas avoir par exemple un directeur des ventes qui est incroyable, mais il vend n'importe quoi à n'importe quel prix. Fait que là, ça a de l'impact sur les opérations parce que là, ça ne correspond pas du tout au modèle qu'ils ont, puis ça a de l'impact sur les finances parce que des fois, il n'y a pas de profitabilité, là, par exemple. Fait que tu sais, c'est un tout, là, puis c'est un alignement entre toutes ces fonctions-là. Tu sais, je les définis en 3 grandes. Il y en a qui disent que c'est plus que ça, mais pour moi, vente marketing, c'en est une, opération, c'en est un autre. Les RH font partie des opérations, puis après ça, c'est ça, t'as les ventes, puis les finances. Fait que c'est une triade-là, puis il faut que ça soit bien balancé. Fait que je te dirais que le rôle du directeur général, c'est un général, puis il s'arrange pour que tout le monde s'en aide dans le même sens, puis travaille ensemble, mais dans la main et non de façon contraire. Le directeur général éteint des feux, mais aussi amène des solutions. Je comprends bien. Ben on essaye de ne pas éteindre de feu. T'sais, normalement, ça va être tes pompiers, ça va être les middle managers. Là. Puis un des objectifs aussi, c'est d'avoir un plan pour que les gens essayent de travailler, arrêtent de travailler en mode réactif puis qu'ils travaillent en mode planifié. Donc plus un médiateur, genre où est-ce que... OK. Ouais, c'est ça. Intéressant. C'est beaucoup d'RH. Ça reste, c'est tout le temps des RH. Mais tu sais, les RH, c'est ça qui est... Tu sais, on en revient à ça. Moi, j'ai eu beaucoup, tu sais, je l'ai dit, j'avais eu des employés, mes premiers employés, je les ai eus à 15 ans, tu sais. Puis dès le départ, mon père m'a dit, il dit, quand tu as des employés, il ne faut pas que tu négliges l'aspect de passer du temps avec eux autres. Puis c'est souvent ce que les gestionnaires font de pas correct. Tu sais, ils veulent tout le temps régler ça rapidement pour retourner à leur travail. Mais alors que le travail d'un gestionnaire, c'est d'optimiser le rendement des ressources humaines qui travaillent avec toi puis de tes équipiers. T'sais. Fait que de passer du temps, connaître les gens, ça va-tu bien, y a-tu un problème à la maison, mon enfant est malade, tout ça, c'est important. Quand quelqu'un qui s'en va, ça peut être une belle opportunité de recréer, mettons, les rôles, les responsabilités, de revoir, peut-être de promouvoir quelqu'un à l'interne. Ça prend du temps, là. Alors que je vois plusieurs gestionnaires, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils affichent, puis ils prennent le premier candidat, puis ils disent « Bon, c'est réglé, je peux retourner à ma job. » Non, mais ta job, c'est de bien pourvoir le poste puis de t'assurer d'avoir la bonne personne dans la bonne chaise. Là. C'est pas de régler ça le lendemain matin. Là. Ça fonctionne pas. T'sais. Puis j'avais vu à un moment donné, c'est ça, c'était un podcast justement avec David Côté de l'eau, puis il disait « Ça sert à rien de rusher parce que là, tu vas mettre la mauvaise personne, ça va drainer ton équipe, les gens autour vont être frustrés. » Prenons le temps de bien saisir c'est quoi qu'on a de besoin comme personne, puis comme qu'est-ce qu'elle doit avoir comme compétence, cette personne-là. Puis après ça, ben, faisons le recrutement comme il faut. Si ça prend en 2 mois, ben, c'est correct. Moi, j'aime mieux ça. Puis je l'ai dit, là, mais j'aime mieux qu'on souffre pendant 2 mois,
mais qu'après ça, on ait une bonne personne pour plusieurs années, puis que le fit soit bon. Je peux engager imaginer n'importe qui, n'importe comment, puis là... sûrement, tu sais, du moment que, parce que tu veux pas avoir quelqu'un, puis tu te rends compte 3 mois plus tard que c'est pas la bonne personne, il faut que tu recommences le processus. Fait que tu es rendu à 6 mois. En partant, si tu vas vite, là, souvent, c'est que tu vas pas te poser la question. Tu sais. Puis j'ai rarement vu des organigrammes puis des organisations qui évoluent pas. Fait que, tu sais, si tu ressors ta description de tâche que tu as utilisée pour combler le poste il y a 3 ans, bien, déjà là, il y a des fortes chances que ça soit plus à jour. Tu sais, parce que tu as des individus qui ont pris des responsabilités différentes puis qui ont évolué de façon différente. Tu sais, c'est pas tous les individus qui évoluent au même rythme. Puis des fois, ton entreprise n'évolue pas nécessairement au même rythme. Là. Tu sais, quand on est passé de 7 à 20 millions, bien là, ça ne prenait pas nécessairement le même genre de compétences. Puis les individus, peut-être, qui faisaient le boulot à 7 millions, bien, ce n'étaient pas les mêmes individus qui devaient être là à 20 millions. Là, parce que là, c'était complètement un objectif puis des challenges qui étaient différents. Tu sais, mettons, pour passer de 7 à 20 millions, c'est quoi que tu dois regarder? Genre, est-ce que tu dois regarder à faire plus de ventes, peut-être baisser tes opérations, peut-être trouver, améliorer ton marketing, avoir des gens plus compétents? Admettons, ça va être quoi un département que tu vas regarder en premier? Ben, c'est sûr que tout. Je te dirais, la base, c'est. Puis ça, c'est souvent sous-estimé. Ben, c'est sûr que si tu veux passer de 7 à 20 millions, il faut que tu augmentes tes ventes. Tu n'as pas le choix. Par défaut. Ça va de soi. Bon, puis là, après ça, comment tu augmentes tes ventes? Il y a des façons de le faire, mais si je résume bien simplement, tu as deux façons. C'est. Tu en as peut-être 3. En fait, mais ça se résume en grande que tu as de la croissance par organique. Ça veut dire que tu vends plus à tes clients existants, ou tu as de la croissance par acquisition. Fait que c'est soit que tu vas acquérir de nouveaux clients, ou tu peux faire des acquisitions de compétiteurs, où là, tu vas acquérir leurs clients. Mais dans les deux cas, c'est de la croissance par acquisition. Okay. C'est deux bolts là, que je te dirais. Fait que ça, je pense. Puis à partir du moment où tu vas regarder ta croissance organique, parce que moi, je dis toujours aux gens, puis ça, c'est fou le nombre d'organisations. Ils aiment donc mieux avoir un nouveau client. Mais ça coûte beaucoup plus cher avoir un nouveau client. Alors que quand tu as déjà un client existant chez toi, il te connaît, tu le connais, il est dans ton système, tu ajoutes un produit, écoute, c'est super simple. Là. C'est vraiment facile. Ça va coûter beaucoup moins cher que ce que tu vas payer pour aller chercher un nouveau client. Fait, en premier, focussez sur vos clients actuels puis essayez de voir qu'est-ce que vous ne leur vendez pas que vous pourriez leur vendre. T'sais. Puis déjà là, vous allez avoir une croissance de 5, 10, 15%. C'est surprenant. Fait, une fois que tu as ça, bien après ça, faut que tu regardes par rapport à ta production et tes opérations. T'sais. Qu'est-ce que ça me prend pour produire ce nouveau produit-là? Puis ça me prend quoi comme inventaire? Ça me prend quoi comme cash flow? Puis là, c'est là que je dis que ça... Tout, parce que c'est là que ça va tout est attaché. T'sais. C'est drôle parce que tu vois, il y a des grandes tendances. T'en as qui poussent, beaucoup des entrepreneurs, ils poussent sur les ventes. Puis là, tu le vois, ils ne sont pas équipés. Là, ils n'ont pas la machine pour suivre les ventes. Puis là, ce que ça donne, c'est qu'ils se plantent à un moment donné parce qu'ils commencent à avoir des erreurs de qualité, des erreurs de livraison. Ils ont voulu avaler trop gros, trop rapidement. T'sais. Puis des fois, tu as l'inverse. Tu as des gens qui ont des équipements, qui ont du personnel, qui ont loué de l'espace. Puis là, l'espace est vide. Puis là, les ventes ils ne viennent pas. Là. Il y a un stress, là, parce que là, tu n'as pas de cash. Là. Fait que là, il faut que tu manages ton cash flow comme il faut. Fait que, souvent, c'est des grandes tendances, là, mais c'est souvent un ou l'autre. Puis quand je parle d'alignement, c'est vraiment de balancer les deux. Moi, ma croissance, je l'ai toujours faite un pas à la fois. Des fois, on disait non. Il y avait des gros comptes qui venaient. Là, à un moment donné, là, c'était des aspirateurs centrales. On avait un Costco. On avait la chance de rentrer chez Costco en ligne. Je disais, attendez, on n'est pas rendu là. On n'est pas prêt. Puis là, on avait travaillé, puis on avait fait des plans A, des plans B, des plans C. Puis j'avais des sous-traitants que si le volume qui arrivait était trop gros, j'étais capable de pas nécessairement fabriquer dans mon usine parce que ma capacité aurait été atteinte. Bien, j'avais commencé à mettre en place un programme où j'avais des fournisseurs qui faisaient des trucs pour moi. Quand on parle d'ajouter, mettons, de la valeur, la personne, au lieu de faire juste des cuves d'aspirateur central, elle pouvait faire des cuves, mais elle pouvait aussi faire l'assemblage de ces cuves-là. Puis la même affaire pour les cylindres. Fait qu'on finalement, on ne s'est jamais rendu là, parce que le volume est arrivé à un niveau qu'on était tout le temps capable de prendre à l'interne avec notre capacité, mais ça aurait très bien pu arriver. Puis on était prêt aussi à ça si ça aurait eu
à être externalisé. Là, ben, c'est intéressant parce que d'être rationnel aussi, de dire que tu refusais un mandat comme ça, ben, je pense qu'il y a énormément de personnes aussi qui auraient dit comme ouais, on y va. Ouais, parce que tu sais, c'est beau, ça paraît bien, tu mets sur ton site web, ouais, Costco, un de nos clients, mais c'est la meilleure façon de se planter. Aussi, mais j'ai entendu tellement d'histoires où est-ce que ça allait juste aller très mal, tu sais. Par exemple, chez OHEC, il y avait un cas où est-ce que c'était une fruiterie à Québec qui avait pris un mandat de Walmart, je pense. OK. Puis il a investi comme dans les millions pour une nouvelle infrastructure, tout, frigo, puis tout, gros. Il y a eu... Je pense que le Walmart, dans la municipalité où est-ce qu'ils allaient installer, il y a eu un genre de grève où est-ce que la municipalité ne voulait pas qu'elle s'installe. Puis fait que finalement, Walmart n'a pas ouvert. Mais les équipements étaient là. Tout l'équipement fait que ça l'a juste tout planté. Mais ça, c'est un bon exemple. Puis ça, je le dis tout le temps. Puis nous autres, quand on s'est fait former au HEC en gestion des opérations, ils parlaient beaucoup du principe du core. Le core, c'est quoi? C'est de focusser. C'est quoi le core de ta business? T'sais? Puis de pas nécessairement tout t'équiper. T'sais? Fait que dans un cas comme ça, moi, je dis tout le temps à mes clients, t'es mieux de sous-traiter puis de payer un petit peu plus cher. Puis quand ton volume sera là, c'est le Walmart qui arrive, là, ben là, tu les achèteras tes frigidaires. En attendant, il y a d'autres mondes qui en ont des frigidaires. Là. Peut-être que ça va te coûter 1,5 fois plus cher, mais tu te planteras pas. Tu dis oui, mais tu parce que si Walmart n'arrive pas, ben, tu vas juste dire au gars, excuse-moi, j'avais loué tes frigidaires pour 6 mois, j'en aurais pas de besoin. Fait que c'est à peu près ça l'exercice que tu avais fait. Tu as vu genre l'opportunité avec Costco, tu as vu, OK, est-ce que mes fournisseurs sont capables de gérer ça parce que j'ai pas l'infrastructure? Est-ce que je suis capable? Puis je l'ai toujours fait de toute façon, tu sais, comme dans cette organisation-là, puis dans une des entreprises qui m'appartient aujourd'hui, ben c'est encore un fabricant d'aspirateurs. C'est un client puis un concurrent à l'entreprise dont je te parle. Mais encore aujourd'hui, on fait ça. On focus vraiment sur notre core qui est l'assemblage des aspirateurs. Fait qu'on ne fait même pas l'entreposage, on l'a outsourcé. Fait que c'est un 3PL, c'est un entrepôt externe qui avait déjà des palettes, qui avait déjà des tablettes de vide, qui avait déjà 300 000 pieds carrés, qui avait déjà des chauffeurs de lift. C'est eux qui s'occupent de mon entreposage. Fait que moi, ça m'a permis de grandir sans nécessairement agrandir le building dans lequel on est. T'sais, fait que c'est des affaires comme... Puis bon, si dans 3 ans, je suis encore pogné avec, je ne sais pas moi, 1000 palettes, ben là, peut-être qu'on verra la pertinence d'investir parce que là, on est sûr du volume, mais on se rendra fait que dans le fond, passer plus à la location ou juste externaliser certaines opérations puis à s'assurer vraiment que ça roule, puis après, passer à... Ben, c'est parce que quand tu es en croissance, tu n'as pas vraiment le choix parce que c'est des pics qui sont quand même assez soudains puis assez gros. Fait que tu peux pas... Quand tu sous-traites, ça te permet de prendre... tu prends pas tout le stress. Tu peux le répartir avec ta grappe industrielle de sous-traitants que tu t'es bâti. Moi, il y en a que ça s'est fait par accident. À un moment donné, moi, on avait des cuves, puis c'est du repoussage d'aluminium. Fait que là, c'était quelqu'un à la main qui repoussait des cuves avec un bâton. Là. Fait que c'est un principe. La rondelle d'aluminium, elle tourne rapidement, puis là, avec un bâton, tu viens comme former. Là. Un peu comme un chaudron. Là. Ceux qui ont des chaudrons à la maison, là, les creusets, là, c'était fait comme ça. C'était du repoussage. Bon. Fait que, mais là, à un moment donné, si tu grandis, là, puis si tu fais plus 6 000 unités par année, mais tu en fais 12 000, puis tu en fais 20 000, ben, le monsieur, son bras, il va être fatigué. Là, puis c'est un métier traditionnel qui se perdait. Parce que un repousseur d'aluminium, ça n'existe plus. C'est comme plein de métiers techniques qui sont disparus. Fait que là, tu as le choix entre acheter une machine à 2 millions automatique qui va le faire de manière automatisée avec des programmes, ou tu trouves quelqu'un qui a cette machine-là, puis tu y amènes ton volume. Bon, ben, c'est sûr que pour 12 000 unités, amortir une machine qui coûte 2 millions, ça fait cher de la pièce. Fait que là, on a trouvé un sous-traitant. Puis après ça, ben, quand on a grandi, puis qu'on est passé de 12 000 à 15 000, à 20 000, à 40 000 aspirateurs, mais cette personne-là était capable de le prendre. Fait que ça aussi, moi, je trouve ça intéressant parce que ça fait grandir tes partenaires. Fait que non seulement, ils ont eu raison de miser sur toi parce que tu vas y voir au début, puis tu dis, regarde, là, on est là, puis regarde mon plan, là, dans 5 ans, on va être rendu là, puis on le fait. T'sais. Fait que c'est le fun, puis ça répartit le stress aussi. Fait que quand tu rentres un Costco, puis tu as besoin de 8000 cuves rapidement, ben, c'est pas toi qui es fait, c'est lui. Fait que lui, t'appelles lui pour les cuves, t'appelles l'autre pour les poignées parce que j'aurais pu acheter, on avait des poignées en plastique qui étaient moulées, mais c'est pas moi qui moulais
suis pas un mouleur de plastique. Puis c'est ça un peu le principe du cours, c'est tu peux juste devenir bon dans quelque chose. Puis on en parlait au début, c'est la même chose qu'un entrepreneur. Tu vas te déléguer certaines activités. Ben, quand tu es une entreprise de fabrication, ça ne veut pas dire que tu es obligé de faire une intégration verticale puis de tout maîtriser les séquences d'opération à l'interne. Il y en a qui sont plus critiques, puis pour des points de qualité, tu es mieux de les garder à l'interne. Mais c'est pas tout. Normalement, si tu es un assembleur d'aspirateurs ou un assembleur X, mais ça ne veut pas dire que tu vas être un mouleur de plastique, ça ne veut pas dire que tu vas être un repousseur d'aluminium, ça ne veut pas dire que tu vas être capable de stamper du métal. Fait que c'est toutes des activités qui peuvent se retrouver. Tu n'es pas spécialiste en entreposage puis en logistique. Aujourd'hui, il y a des warehouse management systems hyper complexes. C'est quasiment des robots qui vont placer ton stock puis qui font le picking. Avant qu'une petite, moyenne entreprise puisse investir et puis se rendre à ce niveau de précision-là, ça n'arrivera pas. Fait que ça aussi, c'est une activité que tu peux carrément externaliser. Fait que reste ton corps, externalise tout. Puis, tu sais, dans ce cas-là, sûrement ta marge de profit va baisser avec le temps. Ben, encore là, c'est ça ce qui est fascinant, c'est que, tu sais, je donne l'exemple, le repoussage de métal, c'est là que ça m'avait ouvert les yeux. C'est que moi, je prenais, je sais pas, au début, c'est ça, là, j'avais 6000 cuves. Fait que j'achetais 6000 rondelles. Là, je m'en vais chez quelqu'un qui a des machines automatisées. Lui, il achète ça, des rondelles d'aluminium, là. Il achète ça à coût de container. Il en fait rentrer 4 containers par mois parce que c'est juste ça qu'il fait dans la vie. Puis il y a d'autres clients qui font d'autres types de repoussage. Par exemple, il y avait des ballasts là, dans le luminaire, là, tous les luminaires que tu vois à l'extérieur. Là, partout au Québec, c'était lui qui avait le contrat de ça. Fait que, est-ce qu'il paye sa matière moins cher que moi? C'est sûr. Fait que la cuve, avec la main-d'œuvre, revenait le même prix chez cette personne-là que moi, ce que je payais juste pour ma rondelle au début. Je n'achetais juste 6 000 par année. Fait que 6 000 dans l'océan du marché des rondelles d'aluminium, c'est rien. Fait que dans le fond, ta marge a baissé. Tu sais, quand tu es allé de 7 à 20, tu as augmenté tes profits ou genre juste... Oui, c'est ça. C'est que mes profits en sous-traitant, les gens pensent qu'en sous-traitant, ça va leur coûter plus cher, mais souvent, c'est pas le cas. Même c'est le contraire. Quand tu fais affaire avec des spécialistes, ils sont capables de le faire. Ils ont des volumes beaucoup plus gros dans la matière première, puis ils ont une expertise. Ça revient un peu à mon peintre qui va prendre 3 jours versus 3 heures, mais c'est la même affaire. Fait que tu sais, des fois, fait que oui, ta marge de profit, elle va augmenter. Fait que si tu veux travailler sur ton bottom line, qu'on appelle ta marge, c'est sûr que de donner aux spécialistes, il faut tout le temps regarder là, entre l'affaire à l'interne et l'affaire à l'externe, mais dans bien des cas, si tu fais bien ton exercice, des fois, l'affaire à l'externe, puis donner ça à un spécialiste, ça va te coûter moins cher. J'en apprends. OK. Bon, rentrons dans le sujet. À quel moment que tu t'es dédié, après toute cette expérience-là, d'être un DG, d'avoir restructuré, d'avoir gagné cette expérience-là, puis avoir compris justement, à quel moment tu as vu une opportunité vraiment de faire l'acquisition d'une entreprise? En fait, c'est drôle, c'est que j'avais un blog qui s'appelait Opportunité, puis c'était un blog sur l'entrepreneuriat. Puis là, on dirait que là, puis je passais dans... C'était pas des podcasts à ce moment-là, mais c'était des entrevues qu'on tapait puis qu'on mettait sur nos blogs. Puis ça m'a redonné le goût un peu de travailler avec l'entrepreneuriat, puis tout ça. Puis là, moi, je venais de finir mon redressement, puis l'entreprise pour laquelle je travaillais, ça en avait procédé à une grosse acquisition. Puis c'était une acquisition que l'année d'avant, on m'avait présentée, puis j'avais refusé. Je trouvais ça trop gros, puis... C'était pas un bon contexte. Fait que je l'avais refusé. Puis l'année d'après, le board, le conseil d'administration, il est venu me voir. Puis ils ont dit, on va la faire quand même. Puis vu que toi, ça ne te tentait pas de la faire, ben on va mettre quelqu'un d'autre à ta place. Ben, c'est correct. Puis là, moi, c'était un peu le déclic que j'attendais. Fait que je me suis lancé en consultation. Fait que j'ai commencé à faire du conseil stratégique pour des entrepreneurs, comme je disais, puis des planifications stratégiques, des diagnostics organisationnels, puis du coaching de cadre. Fait que c'est là que ça a commencé. Puis, de fil en aiguille, il y a eu une première entreprise qui s'appelait Drainvac, qui est un client puis un fournisseur où j'étais, là, dans l'entreprise d'aspirateur. Puis, mon partenaire actuel, Martin, il m'a appelé et dit « Viens, on va faire un exercice de planif stratégique. J'ai besoin d'aide, j'aimerais ça grandir. » Puis, fait que ça a commencé comme ça. Puis, le plan était super, mais mon partenaire, c'est un gars qui est super franc. Tu sais, quand j'en parle, il dit « Je trouve ça le fun, mais il dit, ça me tente pas de l'exécuter. » Tu sais, puis il me semble que ça serait le fun pour toi. Tu sais, ça me prendrait un gars comme toi parce que c'est sûr qu'il va y avoir
mettre en place une structure opérationnelle, des rôles, des responsabilités, engager du monde, changer des gens de place. Il y avait beaucoup de ressources humaines. Après ça, grandir. Moi, je venais de le faire, là, justement, de scaler une entreprise. Ça te tente-tu de le faire? Ben oui, c'est correct. On va le faire, mais je vais le faire 2 jours par semaine parce que c'est tout petit présentement, c'est plus gros. C'est pas gros comme où j'étais puis où ce que j'ai connu avant. Fait que je vais te le faire 2-3 jours par semaine, puis je vais continuer ma consultation. Puis de fil en aiguille, finalement, j'ai investi dans l'entreprise. Fait que c'est pour ça que je suis copropriétaire aussi de cette entreprise-là. Puis il y a 1 an et demi, dans notre plan stratégique, c'est drôle parce que je l'ai relu cette semaine au bureau, le plan stratégique qu'on avait fait en 2020-2021, on avait de la croissance organique, donc on allait chercher le maximum qu'on pouvait chez nos clients existants. Puis après ça, à un moment donné, on avait de la croissance par acquisition, c'était d'aller chercher des nouveaux clients. Puis si on avait fait le tour de tous les nouveaux clients qu'on pouvait aller chercher, c'était de regarder pour acheter peut-être un concurrent. Puis il y a 1 an et demi, on a acheté un concurrent pour créer une deuxième entreprise là, qui s'appelle Metal MP. C'est là qu'on a créé une deuxième entreprise. J'ai un bon ami aussi qui a une agence marketing, puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, il a fait l'acquisition d'une entreprise qui n'a aucun lien avec son agence marketing. Ça s'appelle Aquatech, donc c'était des machines, des laveuses de bouteilles commerciales. OK. Fait que c'est drôle, il faisait le marketing, puis je pense qu'au moment donné, il a vu l'opportunité, puis il a juste fait l'acquisition, puis il a fait tout le processus. Mais si je comprends bien ou si je me fie, c'est dans le fond, tu ne trouves pas nécessairement une entreprise là qui est à vendre, puis toi, tu vas l'acheter, mais dans le fond, ça va être juste une relation dans laquelle tu es tombé par affaire, on pourrait dire. Ouais, exact. Écoute, quand je me suis lancé, je ne te cacherai pas, quand je me suis lancé en consultation, je m'étais dit, je vais trouver une entreprise. Puis il y avait des gens, j'avais fait beaucoup dans l'année avant où je me suis lancé, je faisais beaucoup de BNI, de réseautage, j'allais déjeuner. Tous ceux qui étaient coachs, qui étaient conseillers sur LinkedIn, à qui je parlais depuis des années, j'allais manger avec eux autres, j'allais prendre un café. Puis je posais des questions. Puis il y en a plusieurs qui me disaient, tu vas voir comme consultant, tout le monde veut s'associer avec toi, tu vas avoir plein d'opportunités d'affaires. Fait que j'avais dit à mon père, j'ai dit, moi, je vais me lancer, puis à un moment donné, il va y avoir un client qui va vouloir qu'on s'associe, puis qu'on embarque ensemble, puis l'opportunité est arrivée. Fait que ça a été super le fun. Fait que je regrette pas. Je pense que c'est une belle façon de rentrer parce que surtout quand tu fais une planification stratégique, tu te mets vraiment avec la posture du propriétaire puis du directeur général. Puis après ça, souvent, c'est avec l'équipe de direction parce que tu expliques ton plan. Puis encore une fois, c'est ça. Tu regardes l'entreprise où est-ce qu'elle est. Ça, c'est plus le diagnostic organisationnel. Fait que tu regardes c'est quoi les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités. Après ça, tu fais des ateliers d'aspiration avec les propriétaires puis avec l'équipe de direction. Où est-ce que vous voulez vous rendre? Puis tu t'assures que tout le monde est sur a la même vision. Puis après ça, là, tu dis, OK, comment est-ce qu'on fait pour se rendre là? Je veux passer de 5 à 10 millions, puis je veux attaquer tel segment. Parce que moi, je le fais beaucoup quand je regarde où est-ce qu'on va croître. Je regarde beaucoup les segments de vente, puis c'est quoi les tendances. Ça, je pense que c'est super important parce qu'il y a plein de gens que je rencontre, ils disent hey, je veux passer de 1 million à 5 millions. OK, tu vas faire ça comment? Ils n'ont pas de réponse. Là, OK, tu vends où? Tu vends à qui? Tu vends à quoi? C'est quoi tes profits? C'est quoi tes segments qui sont les plus porteurs? C'est quoi ceux qui ont le plus de possibilités? C'est quoi ceux qui ne sont pas exploités et qui ont le plus de potentiel de croissance organique puis de croissance par acquisition? Les gens ne se posent pas de questions parce que souvent, le directeur général va être plus un directeur des opérations puis il va prendre beaucoup de tâches opérationnelles. Fait que quand je parlais tantôt du directeur général qui travaille sur le futur dans l'entreprise, c'est ça que je veux dire. Fait que si tu ne te poses pas des questions puis tu es tout le temps, tu vas juste travailler fort. Tu vas pas voir... Non, c'est ça. Fait que ça finit au final, c'est que les gens travaillent super fort, mais ils travaillent mal. Puis ils n'ont pas de vision. Puis si tu prends des fois un pas de recul puis tu réfléchis, bien là, tu pourrais peut-être voir des opportunités où il n'y en a pas. As-tu une autre acquisition qui est venue par la suite? Parce que là, là, il y a Groupe Latour, là, il y a Drainvac, puis là, il y a eu une autre acquisition que vous avez faite. Fait que ça, c'est l'autre entreprise, je pense que tu disais. Oui, la quatrième, en fait, c'est de l'immobilier. C'est que j'ai des chalets locatifs, puis je fais des flips
en bon français, de condos à Mont-Tremblant. J'ai toujours 2 ou 3 condos. Là. Fait que soit je les garde, je les mets en location à court terme, puis souvent, en fait, je prends des condos qui vont déjà bien. Je les loue pendant un certain temps, j'accumule, puis quand il y a des saisons mortes, ben, je les rénove. Puis après ça, ben, soit que je les reloue plus cher, ou soit que je les flippe, là, carrément. Okay? Si on pris une certaine valeur qui est correcte pour moi, là, en termes de rendement, ben, là, je les... Fait qu'on fait ça depuis 2018. Là, j'en ai fait 6 jusqu'à maintenant. Question de financement, tu sais, vraiment, quand tu vois une opportunité là, tu sais, d'une entreprise, là, j'ai vu aussi qu'il y a des façons stratégiques assez intuitives ou créatives pour faire l'acquisition d'une entreprise. Toi, avec ton expérience, comment tu t'es passé? Tu as investi, mais est-ce que tu as investi vraiment directement de toi? Y a-t-il d'autres sources externes? C'est quoi, mettons, les méthodes que tu pourrais, genre, partager? C'est sûr que l'immobilier, ça, c'est le fun parce que ça, il y a de plus en plus de gens qui... Puis il y en a qui sont sûrement mieux placés que moi pour l'expliquer, mais tu peux faire de l'effet de levier. C'est-à-dire que tu pars avec tu pars avec un immeuble ou une unité, puis quand elle a pris une certaine valeur, ben, tu peux aller réhypothéquer l'équité, puis aller en acheter une deuxième. Ouais. C'est comme ça que tu fais ton effet de levier. Quand je me suis parti, honnêtement, quand tu te pars en service, c'est le lancement qui coûte le moins cher possible. Fait que je veux dire, ça te prend un laptop, puis un site web, puis un crayon, puis normalement, tu peux être parti. Là, fait que ça ne demande aucun investissement parce que c'est toi que tu vends, parce que c'est un service. Fait que ça a été, je dirais que ça a été quand même assez simple. Puis après ça, ben là, quand je suis rentré dans le capital d'entreprise, là, c'est sûr qu'il faut que tu investisses. Puis il y a des mécanismes, des fois, il y a certaines entreprises qui vont te laisser par exemple, c'est tes dividendes. C'est une partie des dividendes qui peuvent te permettre de payer ce que tu as emprunté pour financer ton entreprise. Puis des fois, quand tu achètes aussi dans des entreprises qui sont connexes, là, comme la deuxième entreprise qu'on a achetée, ben là, c'est sûr qu'on a été backé par notre banquier qui est Desjardins puis par Investissement Québec. Ça permet de faire des montages financiers intéressants pour pas être trop pris à la gorge avec ton cash flow puis pouvoir répartir ta dette sur du plus long terme. Parce qu'au début, c'est sûr que quand tu fais une nouvelle acquisition, il y a un vieil adage qui dit la première année, tu vas perdre, la deuxième année, tu vas break-even, puis c'est la troisième année que tu vas commencer à faire des sous. Là. Nous autres, on est là-dedans. Là. Fait que c'est sûr qu'il faut comme consolider puis refaire un peu les opérations, puis mettre ça à sa main, puis aller chercher les économies d'échelle que tu avais budgétées quand tu préparais ton acquisition. C'est beau de dire, OK, on a déjà un fournisseur, fait que ça ne coûtera pas plus cher de matériel parce qu'on va acheter chez le même fournisseur, mais bon, il faut se rendre là. Puis des fois, tu as des contraintes parce que tu ne peux pas changer le produit, parce que tu vends, par exemple, à un Rona ou avec cette acquisition-là. Nous autres, ce qu'on trouvait intéressant, c'était des segments qui étaient complémentaires. Quand je parle d'aller chercher d'autres croissances par acquisition, la compagnie qu'on a achetée était dans des segments, on avait beaucoup de retail, fait qu'on est dans tous les magasins de rénovation partout au Canada, là, que ce soit Home Hardware, Rona, on avait Rona, Renault-Lowe's, on a Costco, puis il y avait tous ce qu'on appelle le wholesale, tous les distributeurs d'électricité et de plomberie. Fait que ça, c'était des segments ou de Rinvac qui étaient dans une distribution plus traditionnelle avec des marchands d'aspirateurs, n'étaient pas. Fait que ça, déjà là, il y a une synergie qu'il faut aller chercher. C'est une acquisition stratégique. Exact. Est-ce que quand tu fais genre du repreneuriat, est-ce que tu achètes une entreprise ou tu achètes un job? Ça, c'est une bonne question. C'est sûr. Même moi, j'ai commencé par... j'avais un job. J'étais directeur général, puis là, finalement, je suis devenu président et copropriétaire. Fait que mais je pense qu'à la base, c'est important de bien définir c'est quoi tes attentes, puis c'est de bien creuser. Je pense qu'il y a une vérification diligente à faire, parce qu'on en parlait un peu, il y a beaucoup d'énoncés présentement. Il y a plein d'entreprises qui vont être à vendre, mais il y en a combien que c'est des bonnes entreprises puis qui sont gérées de la bonne façon. Puis par là, je veux dire, si tu mets justement, si tu enlèves le propriétaire qui travaille 80 heures par semaine puis qui fait les choses plus rapidement parce que ça fait 40 ans qu'il fait les mêmes affaires, c'est pas viable, puis c'est pas scalable. Puis si tu t'enlèves le propriétaire puis tu mets
Philippe, ou bon, ça va donner quoi, ça? Est-ce que ça va prendre 3 personnes pour faire la job qu'il fait présentement? Puis je pense pas que les générations aujourd'hui, la COVID a fait un éveil au niveau de la qualité de vie, puis que le travail, c'est une des sphères de ta vie, mais c'est pas la sphère de ta vie. Fait que je pense que les gens pensent beaucoup plus en termes de liberté, de flexibilité, de qualité de vie. Fait que, moi, il y a des organigrammes que j'ai mis en place il y a 20 ans. Je serais plus capable aujourd'hui de les mettre en place. Ils étaient bien trop lean. Parce que quand on sortait des HEC, là, en gestion des opérations, c'était comme faire plus avec moins. Là, puis là, on combinait des postes puis tout ça. Mais ça ne marche plus comme ça aujourd'hui. Ouais. C'est plus comme ça. Puis c'est correct. Là, en quelque part, là, je pense qu'on a atteint un bout. Puis là, il faut revenir que ça prend une qualité de vie pour que justement tu aies des gens qui sont reposés, qui sont motivés puis qui soient contents de venir travailler. Fait il y en a combien des entreprises comme ça? Il n'y en a pas tant que ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont financées, il y en a beaucoup qui sont sous-financées, il y en a beaucoup que les salaires ne suivent pas nécessairement. Ils ont bien du monde depuis longtemps, mais qui ne sont pas payés nécessairement au salaire d'aujourd'hui. Fait que, il y a une vérification diligente à faire. Parce que si tu ne fais pas ça, puis que tu tombes dans une entreprise comme ça, où le propriétaire est un petit peu prisonnier de son entreprise, là, qui travaillait fort, qui ne faisait pas tant d'argent, il s'en rendait pas compte. T'sais, lui, dans le fond, il paye son auto, il paye son cellulaire, il met une couple de dépenses personnelles dans son entreprise, ça paraît pas trop. Il vit bien parce qu'il va au restaurant le vendredi, puis ça ne coûte rien. T'sais. Il y en a qui sont contents de ça, mais peut-être que toi, c'est pas tes aspirations. Là. Quand tu veux prendre une entreprise, tu veux avoir du temps pour toi, puis tu veux avoir une structure, puis tu veux nommer un directeur des opérations. Puis c'est pour ça aussi, quand je parle, les cédants ne sont pas nécessairement prêts. On l'a entendu souvent. Il y a une mise en place avant de vendre. Fait par exemple, 2-3 ans avant que tu vendes, mais peut-être que tu peux sortir tes dépenses personnelles de l'équation pour que le chiffre ait l'air plus vrai. Peut-être que tu peux engager un directeur des opérations ou quelqu'un qui va te déloader puis qui va faire en sorte que l'entreprise ne tiendra pas 100% autour de toi. Il y a une mise en place, puis souvent les gens « Ah, je t'ai écœuré, je veux vendre ». Mais tu n'es pas prêt à vendre là, présentement, tu n'as pas la structure. Juste les profits, on le dit souvent, là, mais les entreprises ne font pas de profit parce qu'ils ne veulent pas payer d'impôts. C'est donc mal de payer de l'impôt. C'est correct, mais tu ne seras pas capable d'être financé. Là. Moi, si je veux t'acheter, puis ça m'est arrivé souvent, là, parce que, moi, j'ai eu ma compagnie de tennis. Fait qu'après ça, pendant les 20 ans que j'étais employé, là, à chaque année, là, je regardais, j'en trouvais, j'essayais. Puis là, j'amenais des super beaux dossiers, des petites entreprises manufacturières là, qui se vendaient 400-500 000. Puis j'avais pas l'équité sur ma maison pour avoir le 400-500 000. Puis là, je peux me financer. Puis là, tu regardes, là, Phil, ça n'a jamais fait d'argent dans les 5 dernières années. Oh, ouais, mais le gars, il met pas tout là-dedans, là, parce qu'il roule en BM. Puis, ouais, mais, fait que tu donnes des faux espoirs. Là. C'est parce que tu ne crées pas d'équité. Si tu n'es pas capable de mettre des vrais chiffres et de faire des profits, c'est correct de payer de l'impôt. Là. Si tu payes de l'impôt, c'est parce que tu as fait de l'argent. Sois-en fier, puis fais-le. Au lieu d'essayer de faire des gamiques pour pas en faire, ben, c'est correct, mais à un moment donné, tu vas te présenter à la banque, puis la banque, ils ne vont pas te financer une deuxième acquisition comme ils ont pu faire avec nous autres parce que ben, tu n'as pas fait d'argent. Ils vont me baser sur quoi, moi, pour te passer de l'argent? Si t'es pas profitable. Puis qu'est-ce qui me dit que si t'es pas profitable dans celle-là, je vais te passer de l'argent puis tu vas être pas profitable dans l'autre? Ça marche pas. Fait que les gens pensent pas à ça. Ben, c'est comme ça que tu crées de l'équité puis que tu vas te faire... Tu sais, tu veux un beau coussin puis tu arrives à ta retraite puis là, tu te dis, regarde, j'ai bâti ça toute ma vie. L'entreprise, aujourd'hui, elle vaut tant. Ben, si tu veux qu'elle vale tant, ben, on le sait, là, c'est un multiplicateur des bénéfices avant impôt intérêt, là, ce qu'ils appellent communément le BAYA. Fait que ça t'en prend un BAYA. Là. Si ton BAYA il est négatif puis tes profits sont négatifs tout le temps, ben, tu vas avoir bien vécu pendant ces années-là, mais l'entreprise, elle vaut zéro. Elle vaut zéro, hein. Fait que c'est une autre leçon que ça, il y a encore trop de gens. Fait que tu sais, au final, tu vas t'acheter une entreprise. T'sais, moi, les entreprises que je regarde, c'est des entreprises, quand on parle, moi puis mon partenaire, quand on regarde des entreprises à acheter, ben là, nous autres, on veut que ça soit connexe avec le domaine qu'on fait, mais on veut des entreprises, justement, qui sont autonomes de leurs propriétaires. T'sais, on ne veut pas des entreprises, si le gars arrive, puis on était allé en voir une en Floride il y a 2 ans, puis on posait des questions aux gens autour, puis c'est qui décide des achats? Ah, c'est monsieur là, dans le bureau, c'est qui décide des ventes, c'est qui débarre le matin, c'est qui rebarre le matin. Fait que là, il n'y avait pas de relève. Fait que la personne qui voulait nous vendre l'entreprise, c'était lui qui faisait tout. Mais je dis là, ça ne sera pas moi, ça ne sera pas mon partenaire. Là. Je ne vais pas aller m'établir en Floride.
Puis j'avais pas cette intention-là. Puis on avait des choses à travailler ici. Puis lui non plus. Fait que tu sais, alors que si on serait allé voir la même entreprise avec les mêmes chiffres, puis on aurait posé des questions, puis il y a quelqu'un, nous autres, qui nous place des commandes parce que c'est un de nos clients, puis un de nos distributeurs. Puis il nous aurait dit, ben regarde, c'est cette personne-là qui gère tout, c'est lui qui barre, c'est lui qui débarre. Il dit, moi, je fais absolument rien. Je viens 15 heures par semaine, là, juste pour m'assurer que tout est correct au bureau, puis sinon, je suis en Floride, puis je fais du bateau, puis ben là, c'est intéressant. Qui relève de moi, le même mode de vie, cette personne-là, puis merci, bonsoir. Là, fait que je veux dire, l'entreprise va fonctionner par elle-même. Puis là, je peux prendre l'avion une fois par mois, puis aller voir la personne, puis on se fait un genre de rencontre. Puis, il va-tu avoir, mettons, une marge de profit que tu vas regarder ou que tu conseillerais à prendre note, vraiment pour voir si une entreprise est intéressante à aller de l'avant? Est-ce que tu vas prendre une entreprise qui est rentable, mais comme qui peut-être qui n'a pas de profitabilité, ou même une entreprise qui est jeune, innovatrice, ou est-ce qu'il y a un marché émergent, mais qui est dans le rouge? C'est ça. Ben, tu viens de le dire, c'est que chaque entreprise est différente. ça dépend vraiment. Ça dépend de tes objectifs à toi, où tu es rendu dans ta vie aussi. Là. Tu peux avoir quelqu'un, je ne sais pas, moi, tu vends toutes tes entreprises, puis là, tu es assis sur 3 millions. Ben, peut-être que ces entreprises-là, dans le rouge, que tu vas peut-être être plus gambler, alors que si tu es dans toi-même déjà investi, ou tu es dans une période où tu fais croître tes investissements, ben, ça ne sera pas le même type d'investissement que tu vas faire. Fait que chaque situation, je pense, fit à la bonne personne, mais encore là, ça revient poser les bonnes questions puis faire des vérifications. Hein. Dans ta carrière au complet, est-ce qu'il y a eu une erreur que tu regrettes dans quelque chose, une gestion? C'est une bonne question. Oui. Je dirais pas une erreur, mais je dirais ouais, ça c'est une leçon que j'ai eue rapidement. Puis ça, c'est quand je travaillais à Tremblant chez Intra-Ouest. Je faisais 6 mois, je pense que j'étais sorti de l'école. Puis j'étais très. Tu sais, quand tu sors des HEC, là, t'es comme brainwashé, là, tu sais que tu vas être le roi du monde, puis t'es meilleur que tout le monde. Puis j'avais pas d'expérience. Fait qu'au lieu de me servir de mon expérience, j'étais tout le temps en train de braguer, tu sais, ben moi j'ai un bac, puis tu sais, à mon bac, ils m'ont dit ci, puis à mon bac, tu sais, parce que quand tu essaies de faire passer tes idées, tu essaies de t'appuyer sur des choses. Tu sais, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, je peux dire, regarde, dans telle entreprise, j'ai fait ça, ça a donné tel résultat, tu sais, c'est plus convaincant, mais dans le temps, j'en avais pas cette expérience. J'avais pas cette expérience-là, puis j'avais quand même une grosse équipe, là, on était rendu une dizaine d'acheteurs, parce qu'on a tout centralisé les achats dans mon département, fait que ça poussait, puis c'était vraiment... Puis on avait un centre de distribution, ça a grossi extrêmement vite. Puis là, j'étais tout le temps en train un peu de pousser le monde. J'étais hyper agressif. Pas agressif, là, méchant, mais j'avais des objectifs que les gens me donnaient, les chargés de projet. Je disais oui, puis là, je me rendais compte que ça ne suivait pas autant. Puis là, j'essayais. Puis à un moment donné, il y en a deux plus... les deux plus âgés sont venus me voir et ils ont dit, gars, Phil, là, ça ne fonctionne pas. Tu es une super bonne personne, tu es un bel humain, mais là, on dirait que tu es trop exigeant là, avec nous autres, puis tu veux trop vite, puis ça ne fonctionne pas. Puis tu sais, j'aurais pu dire, ben regarde, mangez de la merde, je vais vous mettre dehors. Puis, mais je me suis dit, bon, regarde, c'est peut-être vrai. Je sais que j'aime ça livrer, puis aller au-delà des attentes, puis tout ça, puis j'ai tout été comme ça. Fait que je n'ai pris bonne note, puis je pense que ça l'a comme un peu forgé le reste de mon parcours là, comme gestionnaire, parce que ça, j'ai toujours fait attention à peut-être plus respecter les gens qui travaillaient pour moi, puis prendre le temps de l'expliquer, puis de ne pas nécessairement pousser dans la gorge les idées, mais plus d'avoir des dialogues, parce que ça allait vraiment vite, puis j'étais comme, non, on fait ça, puis tu sais, c'est ça, c'est moi le boss, puis tu sais, un petit gestionnaire là, qui était pas, c'était pas bien bon. Là. Fait que je te dirais que ça a été une grosse erreur. Il y a quasiment eu un putsch. Là. J'ai été chanceux qui viennent de me le dire parce qu'il m'a dit, gars, si ça ne fonctionne pas, on arrête de travailler pour toi. Là. Nous autres, on va aller voir notre boss, puis on va lui dire, là, bye bye. Là, fait que j'ai été quand même. Je pense qu'il reconnaissait quand même le côté humain que j'avais. Puis après ça, ben, ça a toujours été mieux. Quel a été ton plus gros risque que tu as pris en affaires et que ça a fonctionné? Que tu avais de la misère à dormir. Ben,
Ça arrive tout le temps. Tous les jours. Tous les jours avec les tarifs. Non, c'est pas, c'est pas vrai. Je veux pas participer à la paranoïa qu'il y a présentement. Je dirais de me lancer en affaires, ça a été ça le plus gros risque. Là. Je partais quand même. J'aurais pu... moi, j'ai toujours été en ligne avec mes convictions, là, mais j'aurais pu dire à mon employeur qui est venu me voir et dit, l'acquisition que tu voulais pas faire l'année passée... ça te tenterait-tu de participer puis tout ça, puis j'aurais pu dire oui, mais moi j'y croyais pas, puis cette entreprise-là a fait faillite, ça a pris 6 ans puis ils ont fait faillite. Oh. Je savais qu'ils feraient faillite, ça a pris 1 an de plus que je pensais, mais ils ont fini par faire faillite, puis je leur avais dit, j'ai dit dans 5 ans vous allez faire faillite. Fait que je suis fier parce que je suis resté comme franc avec moi-même, puis je leur ai dit, j'ai dit non, ça m'intéresse pas, puis je perdais un poste de vice-président, directeur général, je gagnais vraiment une bonne paye, puis je laissais tout ça aller, puis j'avais fait 2 séjours dans cette entreprise-là parce qu'ils étaient venus me rechercher, fait j'avais quasiment 16 ans d'ancienneté, c'était un peu mes pantoufles, là, puis je suis parti, puis j'avais pas nécessairement de contrat, rien en avant de moi, là. J'avais quelques mandats de coaching, mais je me suis fait confiance, puis j'ai dit, on y va, puis je pense... Ça. Mais tu regrettes pas, là, genre. Je le regrette pas du tout. Ça a été le fun, puis j'étais comme dans mon élément, puis je parlais à mon monde, puis après ça, là, j'ai eu cette entreprise-là de l'acto au conseil stratégique, puis après ça m'a amené Drainvac, ça m'a amené Metal MP, puis ça me donne du temps pour faire les condos aussi. Fait non, je le regrette pas du tout, mais c'est sûr que les premiers mois, puis la pandémie est arrivée, en plus, fait que je me suis lancé en novembre, puis il y a eu un shutdown au mois de mars. Là. Fait que j'étais comme, là, tous mes contrats avaient été cancellés. Je te dirais que j'ai braillé pendant 48 heures. Là. J'étais comme, qu'est-ce que je fais? Ça n'a pas de bon sens. Là. C'est n'importe quoi. Mais finalement, ça a été un mal pour un bien. Puis il y a eu plusieurs entreprises qui ont eu besoin de se réorienter, puis qui avaient des plans, qui avaient besoin de plans à court, moyen et long terme. Fait que ça a été une année incroyable. J'ai fait une 12aine de planifications stratégiques. Ça a été une année de fou. Fait que c'était le fun. Fait que je peux dire mon business de conseil est COVID-proof maintenant. Ce qui est bien. Là, honnêtement, je trouvais justement parce que il n'y a pas énormément de coûts associés à faire du conseil, c'est juste toi, ton temps. Ouais, c'est toi qui, selon ton expertise aussi, je pense que tu peux même charger un bon taux horaire. Là, aujourd'hui, j'en fais moins, parce qu'en plus, j'ai dit à mon partner, je continue à en faire, mais j'en fais moins. J'en ferai pas plus que 2, 3 par année. Là. Je suis très sélectif avec mes clients, là, ceux que j'ai présentement. Puis je trouve ça le fun, parce que je peux vraiment choisir puis m'amuser. Mais en même temps, quand j'ai dit ça à mon partner, il dit, ben oui, ça me permet d'avoir un pied à l'extérieur, d'aller voir d'autres compagnies, comment ils fonctionnent, puis ça fait de moi un bien meilleur associé, un bien meilleur directeur général. Fait que, faut pas avoir peur de continuer à... Parce que souvent, je trouve quand t'es embarqué comme employé, on dirait que tu perds un peu la vision du marché, puis de ce qui se fait ailleurs, puis le réseautage, puis tu perds un peu le contact. Puis là, tu viens, tu as une vision en tunnel, parce que tout le monde est tout le temps ensemble, puis tout le monde pense de la même façon. Fait que c'est le fun. Moi, j'adore ça, d'avoir cette espèce de recul-là. Fait que j'agis pas comme un consultant. Dans ma job de président-directeur général, c'est vraiment mes équipes, puis j'y vais, puis je trouve ça le fun, puis je suis là 2 à 3 jours par semaine. Puis je suis tout le temps là quand ils ont besoin de moi, mais j'ai ce recul-là, puis je vois aussi d'autres entreprises, puis ça écoute, j'ai fait une planification de manufacturier, 43 millions de chiffre d'affaires, quand je parlais avec la directrice de ressources humaines, puis elle me montrait tous ses plans d'attraction, puis ses plans de rétention pour les ressources, puis je suis comme, wow, c'est bien pété ça, je peux-tu m'inspirer de ça puis l'amener dans mes business? Ben, tout à fait, c'est cool, c'est moi qui ai fait ça. Fait qu'elle était contente, moi j'étais content. Fait que ça fait des... Parce que quand tu fais du conseil, honnêtement, tu n'es pas assis là puis les personnes t'écoutent, là, c'est de la co-création. Puis j'apprends tout le temps de mes clients autant qu'ils apprennent de moi. C'est juste que c'est différent le niveau d'apprentissage, mais c'est tout le temps des échanges incroyables. Puis d'avoir ces échanges-là, comme je disais, avec des gens extérieurs, à ceux que je côtoie, ça m'amène tellement de visions différentes. De se parler aujourd'hui, c'est le fun parce qu'on a des discussions, puis c'est pas pareil que ce que je vis comme dans mes business. Non, définitivement. C'est ça qui fait la force des échanges. Avec Drainvac, par exemple, quand tu t'es joint officiellement, comment était la transition avec l'équipe aussi? Parce que l'équipe, elle te voit comme, OK, c'est qui lui? C'est un nouveau dirigeant. Puis, ça, c'était le fun parce que j'avais déjà 2 ans
d'expérience. Quand je me suis joint au début, le choc il était plus quand je suis devenu directeur général. J'ai pris la job avant de directeur général, puis c'est juste 1 an et demi, 2 ans après que j'ai investi. T'sais. Fait qu'au début, je suis rentré, puis je voulais avoir, puis ça, je le conseille à tout le monde aussi, là, avant de t'associer à quelqu'un, c'est le fun de voir si tu es capable de bien travailler avec la personne. T'sais, moi et mon partner, on voulait apprendre à travailler ensemble aussi. Ça a été une belle école. Fait que c'est surtout là, au début, quand je suis arrivé, puis c'est comme, le deal qu'on avait avec mon partner, c'est comme, regarde, tu t'occupes plus des opérations, moi, je gère tout. C'est moi qui fais tout, puis c'est correct. La beauté dans tout ça, c'est que j'avais quand même assez d'expérience. Je l'avais déjà faite quand j'étais entrepreneur, parce qu'à l'autre entreprise d'aspirateur où j'étais avant, on avait fait 5 acquisitions. Fait que j'avais eu souvent à aller voir des équipes, puis à aller travailler avec des entreprises qu'on venait d'acquérir, puis là, de me présenter, puis de rentrer. Puis je pense que j'ai une approche qui est quand même assez smooth. Là. Puis j'en ai vu d'autres aussi, des anciens patrons qui sont arrivés, là, puis qui voulaient se prouver, puis qui arrivaient comme un chien dans un jeu de quilles, puis qui brassait tout. Ça, c'est pas mon style du tout. Fait que je pense que je suis très respectueux. Fait que j'ai appris à connaître les gens, j'ai appris à connaître la structure. J'avais déjà une bonne idée c'était qui Drainvac, parce que c'était des compétiteurs, puis c'était aussi un fournisseur, parce que moi puis mon partenaire, alors que j'étais à l'autre endroit, on avait développé une ligne de produits ensemble que Drainvac me vendait. Fait que je connaissais déjà l'entreprise, je connaissais déjà les gens, je t'avais déjà visité l'usine. Fait que c'était pas un terrain inconnu, mais je te dirais que je pourrais le faire dans n'importe quelle entreprise, parce que quand on a fait des acquisitions, c'est la même affaire. Les gens sous-estiment tout le temps quand ils font une acquisition le côté humain, puis la culture des entreprises qui est complètement différente. Puis si tu arrives puis tu veux imposer ta culture, c'est sûr que tu vas te planter. Ça, je l'ai appris. Là. C'est pas la première acquisition qu'on avait faite. On avait acheté un manufacturier qui était à Montréal, puis le président, là, j'étais directeur des opérations, puis le président, il avait regardé juste les chiffres, puis il avait vu qu'il faisait la moitié moins de chiffre d'affaires avec le double d'employés. T'sais. Fait que quand il a fait son speech le vendredi, qu'il venait d'acheter, il dit « Bonjour, je m'appelle un tel, on vient d'acheter votre entreprise, ça va être nous autres qui va la rouler maintenant. » Puis il dit « À partir de lundi, il y a Philippe Plateau, notre directeur des opérations, qui va venir vous montrer comment ça fonctionne, fabriquer les... » Wow. C'est une entreprise qui existait depuis, je pense, 40 ans. Il met sur spot. Je suis arrivé le lundi, les portes étaient barrées. Là, ça te donne une idée. Oh, wow. Comme, ça m'a pris 1h30 avant de rentrer. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Là, mais là, je lis ça après, évidemment, là, parce qu'il y en a qui ont été assez corrects. M'a dit, ben là, c'est parce que ton président, il a fait ce speech-là. Ah, ouais, OK, ça commence mal. Mais ouais, non, c'est spécial, ça. Puis c'était une culture qui était complètement différente de la nôtre. Puis là, il fallait jumeler ça parce qu'on avait des synergies qui avaient été budgétées. Puis on avait 1 mois et demi pour déménager l'autre usine à l'intérieur de notre usine. Ça a été l'enfer. Après ça, moi-même, comme directeur général, j'ai piloté d'autres acquisitions, mais on faisait ça beaucoup plus smooth. Tu laisses l'autre entreprise, tu regardes le modus operandi, comment ça fonctionne, c'est qui tes joueurs clés, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font de différent. Puis après ça, c'est de la job, les RH, mais c'est beaucoup de temps à penser. Mais à la base, c'est juste correct parce qu'il faut que tu respectes ton monde. Puis les ressources humaines, c'est les ressources les plus importantes de ton entreprise. Puis si tu arrives à les faire fonctionner ensemble et à les développer, mais tu développes ton entreprise. Fait que les gens ne passent pas assez de temps à réfléchir à ça. Mais tu as acheté l'entreprise A, toi, tu es l'entreprise B. Bon, c'est quoi les similitudes, mais c'est quoi les différences? Ça peut être, il y en a une que, je ne sais pas moi, jeudi, ils prennent une bière à la fin de la journée, l'autre ne le fait pas. Ben, tu l'enlèves-tu, tu le laisses, tu sais. C'est banal comme question, mais ça peut faire en sorte que, tu sais, puis de comprendre la dynamique, là, tu sais, tu dis, OK, ben on a déjà un contrôleur, nous autres, on a budgété, on n'a pas besoin de 2 contrôleurs ou 2 directeurs des finances, fait qu'on va laisser aller celui de l'entreprise qu'on vient d'acheter. Mais mettons, cette personne-là, là, c'est un joueur clé, là, puis c'était le mobilisateur par excellence, puis il était comme incroyable pour toute la gang. Puis là, tu viens de sacrer à terre le moral de tout le monde. Tu sais, c'est des trucs qu'il faut que tu prennes en considération, là, ces choses-là, puis les gens le font pas nécessairement. Tu sais, c'est ça. Faut pas que ça t'empêche de prendre des décisions difficiles, mais déjà de le savoir, puis de le prévoir, puis de le planifier, je pense que c'est super important. Comment tu vois genre la culture du repreneuriat maintenant que c'est un sujet qui, comme on a mentionné, comme trendy ici au Québec, mais j'ai vu des statistiques où est-ce que, tu sais, par exemple, une statistique, j'ai vu que dans les prochains 10 ans, 72% des propriétaires d'entreprises songent à possiblement vendre ou s'en défaire. Ouais. Donc,
Comment tu vois cette dynamique-là? Est-ce que le Québec est en avance, est en retard? Tu penses qu'on est dans la bonne vague? Ou c'est la dynamique, tu sais, start-up? Écoute, moi, j'ai de la misère avec ces chiffres-là. Je sais pas, c'est un peu comme... Tu me dirais, Phil, t'es-tu à vendre? Ben oui, tout est à vendre. Fait que, je veux dire, c'est-tu ça, là, la réponse du 72 ou c'est vraiment... Je pense pas qu'il y ait 72 des entrepreneurs qui soient vraiment à la recherche active de vente. Fait que les chiffres varient beaucoup. Comme je disais, quand je suis sorti de l'école, c'était les mêmes chiffres il y a 25 ans. Ça a toujours été un peu dans l'air du temps avec les espèces de pyramides inversées. Fait que je pense que... moi, je dirais... J'aurais le goût de dire que je pense que les prochaines années vont être cruciales, mais je pense qu'il faut, puis on le voit de plus en plus, je vois beaucoup de textes là-dessus, il faut travailler avec les cédants, il faut travailler avec les repreneurs. Je pense que ça prendrait quasiment une école de repreneurs, puis une école de cédants, mais vraiment, là, tu sais, expliquer la mécanique, expliquer vraiment. Puis, tu sais, je pense qu'il y en a. C'est l'opportunité d'affaires que tu viens de dire. Ouais, je travaille là-dessus. Il y a des affaires qu'on regarde. Mais, tu sais, il y a des. C'est quoi la prochaine génération? Tu sais, même, j'écoutais hier Pizza Salvatore, là, tu sais, qui vont se rendre à 1000 restaurants, puis qui ont des franchisés. Ben, ils vont faire quoi, ces franchisés-là, quand ils vont être en retraite? Là, tu sais, je veux dire, faut vraiment planifier le banc, là, puis ça va être quoi les prochaines relèves? Fait que, tu sais, ça, je pense... Puis j'aurais le goût de dire, dans les prochaines années, je pense que c'est ça. Il faut approfondir les connaissances, le rôle, c'est quoi un repreneur, puis le cédant aussi, pour que, tu sais, il arrive de quoi. Tu sais, peut-être que là, il est peut-être trop tard, mais puis il faut falloir le faire à vitesse grand V, parce que sinon, il va y avoir un clash, mais je pense pas. Tu sais, le cédant, s'il n'est pas prêt, il ne va pas la donner, son entreprise. Il va continuer, puis il va étirer ça. Puis, tu sais, on l'a vu souvent. Là, tu sais, c'est comme quand les gens n'ont pas leur prix, ils continuent. Puis tu les revois 2-3 ans après le même fournisseur. Puis il est encore dans sa business, finalement. Puis, jusqu'à la fin. Ah ouais. Puis, tu sais, des fois aussi, c'est, tu sais, t'es-tu écœuré de ta compagnie ou t'es écœuré de ce que tu fais? Puis, tu sais, tu mettrais, par exemple, un directeur des opérations, puis là, tu vas pouvoir jouer au golf le vendredi, puis tout d'un coup, tu l'aimes, ta compagnie, parce qu'elle est super profitable, puis elle va bien, mais tu sais... Fait que, tu sais, il y a du travail à faire avec ces gens-là aussi, se poser les vraies questions. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu as répondu ça? T'sais? Un genre de psychologue pour entrepreneur, comprendre vraiment où est-ce que tu en es rendu. Parce que les gens, je reviens tout le temps à ça, mais les gens ne prennent pas le temps de penser. T'sais, les gens sont dans l'opérationnel, sont dans le réactif, puis là, sont 60 heures par semaine. Puis ils arrivent à la fin, parle-moi plus de la job, je suis fatigué. Mais si tu prendrais le temps de te poser, faire de l'introspection. Moi, j'ai développé ça parce que je joue au tennis, puis quand tu fais du sport, j'ai joué beaucoup au tennis puis au hockey. Fait que, à un moment donné, c'est important, là, l'introspection, puis de se poser des questions, la projection, puis l'introspection, de se poser des questions, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on veut faire. C'est super important. Puis je pense que les gens, autant les cédants que les repreneurs, auraient tendance. C'est facile de dire, je veux reprendre une business. Puis moi, je le fais là, sur LinkedIn des fois en privé. Puis je dis, OK, qu'est-ce que tu veux exactement? Puis je leur pose des bonnes questions. Puis ça, oh mon Dieu, je n'avais pas pensé à ça. OK, tu veux être propriétaire d'une entreprise, es-tu au courant que si, ça. Ah, ouais, non. Non, j'avais juste vu... tu vois juste le côté glamour. Là. Ouais, ben justement, je pense que... Puis ça aussi, c'est quelque chose que je me questionne, tu sais. Est-ce que tu reprends une entreprise parce qu'elle est sexy? Ouais. Ou reprends une entreprise parce qu'elle est profitable, mais tu sais, vraiment, c'est très traditionnel. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, justement, avec ce monde-là, tu sais, vraiment, de médias sociaux, est-ce que tu veux être dans... Tu veux être innovateur. Ouais, j'ai un AI qui fait ci, qui fait ça. Tandis que, tu sais, c'est... Mais je pense que ça revient à se connaître soi-même puis à poser les bonnes questions. Mais, tu sais, je connais des petits entrepreneurs que tu ne vois pas de nulle part puis qui font un profit incroyable. Pas mal plus que des grosses entreprises qu'on voit partout, tu sais, puis qui font probablement pas une scène. Puis on les voit partout pareil. Puis on les voit comme des modèles. Oui, ça là, j'ai entendu une couple de fois, justement, l'individu qui n'a pas le plus gros chiffre d'affaires contrairement à une autre plus grosse entreprise, mais qui vit super bien juste parce que les coûts sont très bas, c'est très profitable et vit bien. Là, mais tu sais, juste ma compagnie de consultants, au début, c'était hyper payant. Là, puis après les années COVID où je faisais plusieurs planifications stratégiques par année, j'étais tout seul employé, puis j'étais comme... OK, ben c'est bon. Ah ben. Mais c'est une vraie compagnie. T'sais, je me posais moi-même la question. Ouais, je me mettais à pression parce que j'étais tout seul. Je disais, c'est une vraie compagnie. Mais oui, c'est une vraie compagnie. Puis ça fait
centaines de milliers de dollars par année, puis tout est correct. Là, je veux dire, il n'y a pas de... Pourquoi tu veux te... Bon, là, finalement, ça a fait le cheminement a fait en sorte que là, investis plus. Puis moi, j'aime ça le côté manufacturier parce que je sais que c'est mon corps à moi. Là, c'est de là que je viens. Fait que c'est facile d'optimiser la rentabilité des entreprises. Puis après ça, j'ai un petit côté vente aussi qui permet d'aller chercher des nouveaux clients. Fait que tu augmentes ton top line, tu augmentes ton bottom line. Fait qu'au final, ta profitabilité, elle augmente. Puis la valeur de l'entreprise augmente. Mais il n'y a pas de mal à avoir une petite entreprise super rentable puis être à l'aise avec ça. Ben, je pense justement être à l'aise, avoir du temps puis avoir de l'argent qui rentre, selon moi, je sais pas où est-ce que je suis rendu, pour moi, ce serait la meilleure des choses. C'est ça. Pour aller 4-5 fois en vacances. C'est pas tout le monde qui veut des employés non plus, tu sais. Non, des fois non. Genre, Regarde, dans beaucoup de choses que tu as mentionnées, une erreur que j'ai faite, justement, que tu l'as amené à la table, où est-ce que essayer de grossir trop vite, j'ai essayé de le faire côté vente, mais j'ai perdu de la qualité parce que justement, j'ai réalisé après que peut-être j'étais pas prêt à fournir autant. Et même une fois que c'était là, j'ai comme pas aimé le fait comment ça diluait un peu, genre, admettons, le positionnement que je voulais prendre dans le marché pour ma business. Fait que j'ai décidé, OK, laisse-moi recommencer peut-être cette phase-là, rester à un point qui va être plus axé sur la qualité. Mais moins de quantité, mais vraiment quelque chose de bien que tout le monde aime. Puis plus facile à gérer aussi. Ouais, moins de monde, genre. On est plus satisfait aussi. Ouais. Là, la qualité puis tout, t'es content du livrable que tu donnes à tes clients versus quand t'es dépassé. Ouais, tu livres, puis t'es comme, tu peux-tu faire ci, tu peux-tu faire ça? Dernière question, si tu devais recommencer, genre, est-ce que maintenant, là, tu vends tout, tu recommences, là, est-ce que tu recommences à zéro, une start-up, parce que tu as une idée vraiment comme qui va révolutionner, admettons, le domaine manufacturier, ou tu t'achètes une entreprise qui fait déjà exactement ça? Écoute, c'est une bonne question. Moi, à la base, quand je me suis lancé, je disais tout le temps en conseil, je me suis lancé pour aider les entrepreneurs. Je voulais aider les petits entrepreneurs. Quand tu regardes la démographie entrepreneuriale au Québec, là, il y a... Je pense que c'est 87% des entreprises que c'est 20 personnes et moins. Puis tous les consultants, les conseillers, ils travaillent juste le top 100, là, des multinationales. Puis je dis, c'est pas eux autres qui ont besoin d'argent, c'est qui ont besoin d'aide, c'est les petits. Puis les petits, ils ont tous les mêmes problèmes. C'est dépendance envers le propriétaire. Le propriétaire, c'est pas un gestionnaire, il est très émotif, ça fait des up and down. Ça ne croît pas, ça stagne. Puis souvent, le propriétaire va devenir l'espèce de goulot d'étranglement de son entreprise parce que tout tient autour de lui, puis il ne sait pas comment faire. Fait que moi, j'aurais probablement, c'est ça le plan, là, éventuellement, en pré-retraite, ça va être d'aider des entrepreneurs. Moi, je ne voudrais pas me repartir nécessairement. Moi, j'aimerais bien mieux aider plusieurs jeunes pousses, puis être un genre de mentor, puis de continuer à faire ce que je fais en conseil, puis d'investir dans des entreprises que je trouve le fun, puis que je trouve qui vont être porteurs, puis qui vont changer aussi des trucs. De plus en plus, on est conscient avec les enfants. Là, tu te dis, regarde, OK, ça peut être intéressant sur l'écologie, sur l'avenir. J'ai un petit côté humain aussi. J'ai 2 enfants. La famille, tous les enfants malades. Moi, je fais le 24 heures de Tremblant cette année. Ça va être le 25e anniversaire. Moi, des enfants malades, ça ne devrait pas être malade des enfants. Là, ça doit être... Fait que c'est des trucs comme ça, mais vraiment aider d'autres entrepreneurs. Parce que moi, je trippe là, quand j'ai des jeunes entrepreneurs qui viennent et me posent des questions, puis je fais juste partager. Je n'ai pas de préparation à faire. Je parle, puis ça sort tout seul parce que ça fait... C'est 25 ans d'expérience. Je l'ai vu puis je l'ai revu. C'est ça qui est intéressant. Je pense que ça serait ça le plan. Je serais vraiment je ne repartirais pas à zéro. Là. Je vais laisser l'énergie aux plus jeunes. Puis moi, je vais juste les guider puis travailler. Work smarter, not harder. Je pense que je suis rendu. Je suis pas mal là. Super. Ben, hey Philippe. Super content de cette conversation-là. Moi, ça m'a ouvert énormément. Ça m'a répondu aux questions que j'avais par rapport à ce domaine-là. Et j'espère pour les personnes qui écoutent, justement, prenez une note. Je trouve que tu as donné tellement de conseils sur ce domaine-là, à quoi faire, surtout des erreurs que je pense que on pense qu'on maîtrise, mais en bout de ligne, il faut du questionnement. Puis ce que je pourrais
retenir le plus, c'est peut-être entourez-vous des bonnes personnes. Oui, tout à fait. Tout le monde a besoin de gens. Puis, tu sais, des raisons pour que je me suis lancé, c'est que souvent, je l'avais, moi, ça. Le type de service que j'offre, ben je l'avais quand j'étais vice-président, directeur général. Puis, j'avais pris un consultant parce que c'est le fun avec ta femme, va tout le temps te dire t'es beau, t'es bon, puis t'es fin. Tu sais, des amis, ils n'ont pas nécessairement les compétences pour t'appuyer. Puis, on est tout seul en haut. Fait que, tu sais, c'est d'être bien entouré, même quand tu es dans un poste de président, de propriétaire. Tu sais, c'est pour ça qu'il y a plein de groupes qui poussent de propriétaires entre eux autres qui veulent se parler. Mais tu sais, d'avoir, encore là, tu sais, peut-être pas nécessairement, là, quand tu es 5-6 entrepreneurs avec un verre, de parler de tes problèmes. Tu sais, fait que d'avoir quelqu'un qui peut... Quelqu'un, tu sais, un espèce de bras droit, là, ponctuel. Quelqu'un de rationnel et non attaché à... C'est ça, qui a le recul, parce qu'au fond, moi, c'est juste ça. Là, je veux dire, je ne suis pas plus intelligent que les personnes que je conseille. J'ai juste du recul, ce qu'ils ont pu, tu sais. Puis j'ai de l'expérience, puis j'ai du recul, tu sais. Puis ils pourraient probablement faire la même chose. Pas probablement, ils pourraient faire la même chose avec moi par rapport à DreamHack, tu sais. Mais ça, je le fais avec mon partner. Nous autres, c'est ça notre force d'être deux. On se challenge, puis on est différents. Fait que c'est super intéressant comme équipe. Mais d'avoir quelqu'un d'autre, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'être deux dans une entreprise. Puis c'est un service que j'offre. Puis moi, j'ai bien du fun. Puis les clients, ils ont bien du fun aussi. Là, puis d'avoir des refreshs aussi. Là. Ben, c'est beau de prendre des notes, mais des fois, de savoir un peu plus comment le faire. Là, c'est intéressant aussi. Fait que, ben, super. Ben, merci de m'avoir invité. Ben, merci pour ton temps. Super. Yes, ça passe tout le temps vite ici des fois, mais c'est super cool. Ben, merci, guys. Vous avez écouté Philippe Latour. Allez le suivre sur LinkedIn, vous allez voir, c'est super captivant ton compte de te voir aller. Merci. Ben, merci. Let's go, guys. Woo! Correct?